Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Magicien d'Oz, écrit par l'imam Frank Baum. C'est notre troisième live sur cette œuvre, sur ce roman jeunesse fantastique. Ce sera peut-être le dernier, mais je ne suis pas encore sûr. Soit le troisième, soit le dernier. Enfin, non, ce serait le troisième et le dernier. Mais bref, soit l'avant-dernier, soit le dernier. Il y a moyen qu'on fasse cette lecture en 3 ou 4 épisodes. Je pencherai plutôt sur 4, mais je suis pas sûr de moi. On verra comment ça se déroule au fur et à mesure de l'émission, on va dire. D'ailleurs, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo, se trouvent des timecodes que vous allez pouvoir utiliser pour passer l'introduction, pour passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut vous servir notamment de marque-page dans vos lectures, c'est pas mal. Les épisodes précédents sont déjà disponibles sur la playlist Et si on lisait le magicien d'Oz. L'épisode à venir, s'il y en a encore un, arrive très très vite, ça serait vendredi à 21h. Bref, vous avez toutes les infos. Pour l'heure, je suis en live et j'accueille avec plaisir les gens sur le live. Bonsoir Charline, j'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. J'en profite pour dire merci également à Trèfle qui a follow pendant qu'on était en off. Merci beaucoup Trèfle, c'est très gentil. Je suis étonnamment, ou je sais pas le dire, en petite forme, dans le sens, j'ai l'impression d'être un peu fatigué. J'ai un peu l'impression d'être un peu fatigué. En fait, je m'en suis rendu compte vraiment juste en lançant le live quasiment. Je m'en suis rendu compte littéralement 10 minutes avant, où j'ai commencé à essayer de me mettre dans le mood, comme d'habitude, à me mettre dans la même routine de pré-live, si on peut dire. Et en fait, je sais pas, j'étais à moitié KO. J'étais en mode oulala, je vais aller en live là parce que j'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Genre, j'étais KO technique. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est pour ça aussi que je suis pas sûr ce soir d'avoir le courage de faire de ce live le dernier live sur le Magicien d'Oz. Je m'explique. Soit on fait deux lives assez courts avec 36 pages sur chaque live, soit on fait un seul live de 6 et 6, 12, 72 pages. Comment vous dire qu'un live de 72 pages, ça risque de durer 2 heures et quelques, et que là, dans mon état de fatigue actuel, je pense pas que je vais faire ça. Mais sait-on jamais, on va voir, on va voir. On va partir sur ce qui vient naturellement. C'est mon premier live de lecture, d'habitude je suis sur YouTube. Ah mais c'est ouf ça. C'est ouf, tu vois, je me rendais même pas compte, Charline. C'est vrai, mais je me rendais même pas compte. En fait, c'est parce que d'habitude, si je ne dis point de bêtises, Heu, d'habitude, tu viens sur des lives autres que des lives de lecture, alors que pourtant je te connais de la lecture, c'est dingue. C'est dingue! Bon, du coup, bienvenue sur ton premier live de lecture, j'espère que ça te plaira. Je trouve ça fou. J'ai jamais écouté le soir. Ah, bah oui, voilà, c'est pour ça. Trop marrant. Comment ça se fait, c'est férié demain? Attendez, demain c'est la Saint-Valentin, mais la Saint-Valentin, c'est pas férié. Après, il y a quoi? Il y a le Mardi Gras, mais je sais plus si c'est pas demain le Mardi Gras, je sais plus. Je sais plus c'est quand le Mardi Gras. Bref, mais c'est pas férié Mardi Gras, si? Je crois pas non plus, hein. Genre, je sais pas, je suis perdu. Non, non, j'ai école. Ah OK, bon bah bon bah, bon courage alors, à nous suivre comme ça en soirée, tu te fais des folies, dis donc. Hem, oh, c'est gentil de sacrifier ta série contre ma lecture. Bon bah, j'espère que ça te plaira. Comme je le disais, je suis un peu KO, alors je vais essayer de réserver, les quelques énergies qu'il me reste, pour, Le Magicien d'Oz, pour la lecture à proprement parler. D'ailleurs, super drôle, je l'ai vu, là, il y a hier, je crois. Hier, avant une vidéo sur YouTube, il y a une pub pour un film et je commence à me dire: «Tiens, tiens, tiens, c'est étrange». Et genre, il y a une sorcière avec la peau verte et il y a quelqu'un qui lui fait la remarque qu'elle a la peau verte et je me dis: «Tiens, tiens, tiens, c'est étrange». Et là, dans le fond, je commence à voir une cité qui illumine de mille feux, qui brille, d'émeraude.
Et je me dis: «Ah bah, c'est drôle, apparemment il y a un film sur l'univers du Magicien d'Oz qui va sortir». Et du coup, j'ai vérifié et oui, cette année, il y a un film qui s'appelle Wicked, donc Wicked, qui reprend apparemment le scénario d'une comédie musicale à succès, hem, qui se serait inspiré, si j'ai bien suivi, hein, si j'ai bien compris, qui se serait, inspiré, pardon, d'un roman, d'un mec qui, grosso modo, en ce moment, gère un peu la franchise Le Magicien d'Oz. Encore une fois, si j'ai un peu près compris, mais je suis pas sûr de moi. Heu et qui aurait, bah, je vous en avais parlé, de nombreux auteurs se sont succédés à faire des suites au Magicien d'Oz ou à faire, des œuvres dans le même univers. Et voilà, apparemment, il y a une nouvelle adaptation de cet univers étendu, si je puis dire, autour du Magicien d'Oz, qui arrive au cinéma cette année, a priori. Donc ça m'a amusé. Moi qui vous disais, «Ah, c'est marrant, je trouve le Magicien d'Oz, on n'en entend pas tant parler que ça, alors que pourtant c'est giga méga connu, c'est trop bizarre». Et bah, ça se fait, en fait. Il y a des choses qui se font, mais je pense que c'est vraiment très, 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 très localisé quelque part. Je pense que c'est très, très puissant, une licence très, très puissante et très, très diversifiée, très, très utilisée et forte en Amérique, aux États-Unis surtout. Et je sais pas si dans le monde ça a un peu un rayonnement moindre, même si bon, ça reste une énorme licence, à mon avis, connue par à peu près tout le monde. Mais d'ailleurs, j'avais vu des chiffres, enfin bon après, c'est difficile à quantifier, mais j'avais vu par exemple, une phrase qui disait que certaines personnes, estimaient que Le Magicien d'Oz de 1939, si je dis pas de conneries, était vraisemblablement le film le plus vu, ever. J'ai toujours du mal avec ce genre d'informations parce que je me dis sur quoi ils se basent, mais ouais. Voilà, des gens estiment que Le Magicien d'Oz de 1939, c'est le film qui a été le plus vu de tous les films. Peut-être, peut-être. Je ne sais point. Je ne suis pas suffisamment expert pour dire quoi que ce soit là-dessus. Mais c'est intéressant. Et justement, Trèfle m'avait dit sur YouTube qu'il ou quel, je ne sais point, était impatient d'entendre parler des théories autour du Magicien d'Oz, de pourquoi ça avait été, enfin, ça avait fait parler à sa sortie. Tout ça, je le réserve du coup pour la toute fin de la lecture. Donc, une fois qu'on aura terminé la lecture dans son intégralité, aujourd'hui ou vendredi à 21h, à ce moment-là, je ferai un petit encart, un petit dépassement, on va dire. On ira ensemble sur Wikipédia et on lira deux trois infos. Parce que j'avais lu ces choses-là en préparation, on va dire, de la lecture. Et il y avait des choses qui m'avaient vraiment étonné. Donc je suis très curieux de parler de ça avec vous. En ce moment, j'ai trop envie de faire des trucs. Enfin, c'est aussi parce qu'en ce moment, je vais pas vous mytho. En ce moment, je surkiffe l'ambiance qu'il y a sur les lives. Notamment les lives, j'ai envie de dire interactifs presque, parce que les lives, dont vous êtes, le Billy, en quelque sorte, le dimanche, ou même les lives, sur la bibliothèque et cetera. Enfin, je sais pas. En ce moment, je trouve qu'il y a une ambiance trop, trop cool, que ce soit même d'ailleurs dans mes commentaires YouTube aussi. Dans mes commentaires YouTube, j'ai plein de commentaires super gentils, super agréables, de gens hyper bienveillants, donc merci. Sur le chat, Twitch en ce moment, je trouve ça super cool également. Sur Discord, il y a des bonnes ambiances au veillées. Il y a globalement des bonnes ambiances, bah, tout le temps, même si bon, j'ai bien conscience que le Discord, c'est pas que mon Discord, c'est pas le Discord le plus actif de tous les temps. Mais disons que quand des gens discutent, bah, c'est avec bienveillance, c'est avec bonne ambiance, donc ça me fait vraiment grave plaisir. Et c'est vrai que tout ça en ce moment, c'est en train de me motiver à imaginer peut-être d'autres lives, d'autres projets, d'autres formats. Donc, ouais, sachez qu'il y a des choses qui me travaillent et que il est possible de voir arriver de nouvelles choses dans les temps à venir, potentiellement. Les échanges sont constructifs tous ensemble. Oui, carrément, je suis bien d'accord. Ça fait vraiment plaisir d'avoir cette ambiance-là. Donc merci à vous. Merci à vous. Écoutez, je vous propose de se lancer dans la lecture. Encore une fois, je me sens pas d'avoir trop d'énergie là.
Donc je préfère la consacrer à la lecture. Si j'ai bien repéré avant le live, on va faire chapitre 12, puis chapitre 13 et 14, et enfin chapitre 15. Je pense qu'on va découper la lecture de ce soir de cette manière, et donc je pense faire un énième live, un dernier live, vendredi à 21h. Je pense que c'est le scénario le plus probable. On va voir selon notre avancée dans l'histoire et selon comment je m'en sors, on va dire, avec cette fatigue. Bref, santé à tous. Et du coup, je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Bonne écoute, Charline. Et puis, bonne nuit. Bonne nuit si tu t'endors pendant que je lis. Nous reprenons juste après l'entrevue de toute notre petite troupe avec le magicien d'Oz lui-même qui lui réclamait la tête de la méchante sorcière de l'Ouest. Donc on part sur peut-être une résolution de quête, qui sait. Ça risque d'être assez intéressant parce que ça tranche un peu quand même. On est vraiment dans le conte merveilleux et tout. Et là, il y a Oz le magicien qui demande « Allez tuer quelqu'un !» Genre, ok. Je suis très curieux de voir comment va tourner le récit. À tout à l'heure. Chapitre 12. À la recherche de la méchante sorcière. Le soldat au vert favori les reconduisit par les rues de la cité d'Émeraude jusqu'au poste du gardien des portes. Cet officier détacha leurs lunettes pour les remettre dans sa grande boîte, puis très courtoisement ouvrit la porte à nos amis. « Par où va-t-on chez la méchante sorcière de l'Ouest » demanda Dorothée. « Il n'existe pas de route, » répondit le gardien. « Personne n'a jamais cherché à aller de ce côté-là. »« Alors, comment ferons-nous pour la trouver » s'inquiéta la petite fille. « Ce sera facile, » répliqua l'homme. « Dès que la sorcière saura que vous êtes chez les Winkies, c'est elle qui vous trouvera pour faire de vous ses esclaves. »« Pas si sûr, » intervint l'épouvantail. « Nous avons l'intention de la supprimer. »« Dans ce cas, cela change tout, » dit le gardien des portes. « Personne n'a jamais tenté de la détruire, c'est pourquoi j'ai pensé qu'elle vous réduirait en esclavage comme les autres. Mais prenez garde, elle est cruelle et malfaisante, elle ne se laissera pas détruire facilement. Allez toujours vers l'ouest, du côté du soleil couchant, vous ne risquerez pas de la manquer. » Ils le remercièrent et lui firent leurs adieux, puis prirent la direction de l'ouest, cheminant par des prés égayés çà et là de marguerites et de boutons d'or. Dorothée portait toujours la jolie robe de soie qu'on lui avait donnée au palais, mais à sa grande surprise, la robe n'était plus verte, mais d'une blancheur immaculée. Et comme la robe de Dorothée, le ruban noué au cou de Toto avait aussi perdu sa couleur verte. La cité d'Émeraude fut bientôt loin derrière eux. Peu à peu, le sol devenait rude et accidenté. Il n'y avait ni ferme ni maison dans la contrée de l'Ouest, et la terre était laissée en friche. Sous le soleil brûlant de l'après-midi, nul arbre ne leur offrit son ombre et sa fraîcheur. Las bien avant la tombée de la nuit, Dorothée, Toto et le lion s'étendirent dans l'herbe et s'endormirent aussitôt, veillés par le bûcheron et l'épouvantail. Or, la méchante sorcière de l'Ouest n'avait qu'un œil, mais un œil aussi puissant qu'un télescope, capable d'embrasser du regard toute l'étendue du pays. Donc, comme elle était assise sur le perron de son château, lorgnant les alentours, sa vue tomba par hasard sur Dorothée endormie au milieu de ses compagnons. Il se trouvait à une très grande distance, mais la présence de ces intrus courrouça fort la méchante sorcière. Elle prit un sifflet d'argent suspendu à son cou et siffla. De tous les horizons accoururent de grands loups, aux longues pattes, aux yeux cruels, aux crocs pointus. « Courez me mettre ces gens en pièces !» ordonna la sorcière. « Ne voulez-vous pas en faire vos esclaves ?» demanda le chef de la horde. « À quoi bon ?» répondit-elle. « Un homme en fer blanc, l'autre en paille, une petite fille et un lion, des propres à rien en somme. Vous pouvez les mettre en pièces. »« Très bien, » dit le loup, et il s'élança, sa meute sur les talons. Par bonheur, l'épouvantail et le bûcheron étaient bien éveillés. Ils entendirent les loups approcher. « J'en fais mon affaire, » dit le bûcheron. « Mettez-vous derrière moi, je vais les recevoir. » Il prit sa hache au tranchant aiguisé.
Quand le chef de la bande arriva à sa portée, il brandit son arme et trancha net la tête du loup qui mourut sur le coup. À peine relevait-il le bras qu'un autre assaillant fonçait sur lui. Le bûcheron l'abattit avec la même sûreté. 40 loups l'assaillirent. 40 fois, l'arme du bûcheron fit son œuvre, si bien qu'au dernier coup, les morts s'empilaient en un grand tas devant le bûcheron. Alors il abaissa sa hache et vint s'asseoir auprès de l'épouvantail qui dit, admiratif, « Un beau combat, mon ami !» Et ils attendirent le réveil de Dorothée. Le lendemain matin, la fillette fut vraiment effrayée à la vue de cette montagne de loups au poil hirsute, mais le bûcheron en fer-blanc lui raconta la bataille. Elle le remercia de les avoir sauvés, et après le déjeuner, on se remit en route. Or, ce même matin, la méchante sorcière vint sur le seuil de son château et scruta l'horizon de son œil unique, aussi loin que sa vue pouvait atteindre. Elle vit ses loups, gisant décapités, tandis que les étrangers poursuivaient leur voyage à travers le pays. Plus furieuse que jamais, elle saisit son sifflet d'argent et lança 2 coups de sifflet. Aussitôt, une nuée de corbeaux obscurcit le ciel et vint s'abattre à ses pieds. La sorcière s'adressa à leur roi. « Vole immédiatement vers ces étrangers, crève-leur les yeux et mets-les en pièces !» La nuée des corbeaux sauvages repartit en direction de Dorothée et ses compagnons. La fillette prit peur en les voyant arriver, mais l'épouvantail déclara « Cette fois, c'est moi qui en fais mon affaire. Couchez-vous par terre derrière moi, vous ne risquerez pas d'être blessés. » Tous s'allongèrent sur le sol, sauf l'épouvantail qui se redressa en écartant les bras. À sa vue, les corbeaux s'arrêtèrent, effrayés. D'ordinaire, ces oiseaux n'osent pas approcher des épouvantails. Mais le roi des corbeaux leur dit « Ce n'est qu'un mannequin de paille, je vais lui crever les yeux !» Il fondit sur l'épouvantail, mais celui-ci l'empoigna par la tête et lui tordit le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un autre corbeau l'attaqua à son tour. L'épouvantail lui tordit le cou tout aussi tranquillement. 40 corbeaux l'attaquèrent. L'épouvantail tordit 40 coups. À la fin du combat, tous les oiseaux gisaient morts à ses pieds. Ses compagnons se relevèrent et ils reprirent leur marche. Quand la méchante sorcière vint scruter l'horizon et découvrit les cadavres amoncelés de ses corbeaux, elle entra dans une rage épouvantable et siffla 3 fois de son sifflet d'argent. Aussitôt, l'air s'emplit d'un bourdonnement puissant et un essaim d'abeilles noires vint danser au-dessus de sa tête. « Rattrapez-moi ces étrangers, ordonna-t-elle, et faites-les mourir à coups de dard. » Les abeilles virevoltèrent et partirent en direction de Dorothée et ses amis. Mais le bûcheron les avait aperçus, et déjà l'épouvantail savait ce qu'il fallait faire. « Prenez ma paille, dit-il, et répandez-la sur la petite, le chien et le lion. Les abeilles ne pourront pas les piquer. » Ce que fit le bûcheron. Dorothée, serrant Toto dans ses bras, se blottit contre le lion, et tous 3 disparurent sous la paille. Quand les abeilles arrivèrent, il ne restait plus que le bûcheron. Elles fondirent sur lui, mais se brisèrent le dard contre le fer blanc, sans lui causer la moindre piqûre. Et comme ces insectes ne peuvent survivre à la perte de leur aiguillon, ainsi périrent les abeilles noires, et leurs dépouilles s'éparpillaient autour du bûcheron comme de petits tas de menus charbons. Alors Dorothée et le lion se relevèrent, et la fillette aida le bûcheron en fer blanc à rempailler l'épouvantail jusqu'à ce qu'il ait repris sa bonne mine. Une fois de plus, l'on se remit en route. La méchante sorcière, voyant ces abeilles noires entassées comme mottes de menu charbon, devint folle de colère. Elle tapait du pied, s'arrachait les cheveux, grinçait des dents. Elle fit venir ensuite une 12aine d'esclaves, des Winkies, leur distribua des lances acérées et leur ordonna d'aller roxire ces étrangers. Le peuple des Winkies n'était pas des plus courageux, mais il leur fallait obéir. Ils se lancèrent donc à la poursuite de Dorothée. Ils l'avaient à peine rattrapée que le lion bondit vers eux en poussant un rugissement si farouche qu'épouvanté. Les pauvres Winkies s'enfuirent sans demander leur reste. Quand ils rentrèrent au château, la sorcière leur administra une bonne fouettée à l'aide d'une lanière, puis les renvoya à leur tâche. Après quoi, elle s'assit pour réfléchir à ce qu'il convenait de faire. Elle n'arrivait pas à comprendre comment tous ses plans avaient échoué. Elle restait néanmoins une sorcière très puissante, aussi puissante que mauvaise, et elle eut tôt fait de trouver un nouvel expédient. Elle gardait, dans une armoire, une coiffe d'or ceinte d'une rangée de rubis et de diamants. Cette coiffe était dotée d'un charme. Quiconque la possédait pouvait par 3 fois invoquer l'aide des singes ailés. Ceux-ci devaient accomplir tout ce qui leur serait ordonné. On ne pouvait cependant les convoquer plus de 3 fois, et 2 fois déjà,
la méchante sorcière avait eu recours au pouvoir magique de la coiffe. D'abord, lorsqu'elle avait réduit les Winkies en esclavage et installé sa domination sur leur peuple. Les singes ailés l'avaient aidée dans son entreprise. Ensuite, lorsqu'elle avait lutté contre le grand Oz lui-même et l'avait chassé du pays de l'Ouest. Les singes ailés lui avaient prêté leur concours. Une fois encore, mais la dernière, pouvait-elle recourir au charme de la coiffe d'or. Pour cette raison, elle avait d'abord essayé toutes les autres ressources dont elle disposait. Or, à présent que ses loups cruels, ses corbeaux sauvages, ses abeilles noires avaient succombé, que ses esclaves s'étaient sauvés devant le lion poltron, il ne lui restait plus que ce moyen pour venir à bout de Dorothée et ses amis. La sorcière tira donc la coiffe d'or de son armoire et la posa sur sa tête, puis, se tenant sur son pied gauche, elle prononça lentement « Hep, hep, pep, pep, pac, que ». Ensuite, campée sur son pied droit, elle dit « Illo, hollo, hello ». Enfin, debout sur ses deux pieds, elle cria très fort « Zizu, zuzi, zik ». Le charme commença tout de suite à opérer. Le ciel s'assombrit, tandis qu'un sourd grondement résonnait dans les airs, suivi bientôt de battements d'ailes innombrables et d'un caquetage mêlé de rire. Quand le soleil émergea du ciel obscurci, on pouvait voir la sorcière entourée d'une multitude de singes, chacun muni d'une paire d'ailes immenses et vigoureuses. Le plus grand semblait conduire la troupe. D'un coup d'aile, il vint se poser près de la sorcière et dit « Vous nous avez appelés pour la 3e et dernière fois. Qu'ordonnez-vous ? Emparez-vous de ces étrangers qui foulent le sol de mon pays et faites-les tous mourir, sauf le lion, dit la méchante sorcière. Amenez-moi cette bête, j'ai l'intention de la harnacher comme un cheval et de la faire travailler. Vos ordres seront exécutés, dit le chef. Et dans un tumulte de cris et de jacassements, les singes ailés s'envolèrent et arrivèrent peu après au lieu où cheminaient Dorothée et ses compagnons. 2 ou 3 singes s'emparèrent du bûcheron en fer-blanc et l'emportèrent dans les airs, jusqu'à un endroit couvert de rochers abrupts. C'est là qu'ils le lâchèrent, et le pauvre bûcheron trouva sa chute bien longue. Il atterrit avec fracas sur les rocs, où il gisait à présent tout bosselé, tout ébréché, sans pouvoir bouger ni même gémir. D'autres singes s'étaient saisis de l'épouvantail, et de leurs longs doigts le vidèrent entièrement de sa paille, tête comprise. De son chapeau, de ses bottes, de ses habits, ils firent un ballot qu'ils accrochèrent à la cime d'un grand arbre. Pendant ce temps, les autres singes ficelaient le lion avec de grosses cordes, enroulant des anneaux autour de son corps, de sa tête, de ses pattes, jusqu'à ce qu'il ne pût plus mordre, ni griffer, ni se défendre. Alors ils le soulevèrent et l'emportèrent au château de la sorcière, où on l'enferma dans une cour ceinte d'une haute grille de fer pour l'empêcher de s'échapper. Dorothée, tenant Toto dans ses bras, regardait le triste sort infligé à ses amis, tout en se disant que ce serait bientôt son tour. Le chef des singes ailés se posa près d'elle. Il écartait déjà ses longs bras velus, tandis que sa vilaine figure grimaçait horriblement. Mais la marque laissée sur le front de la fillette le figea sur place, et il interdit aux autres de la toucher. « Nous ne devons pas faire de mal à cet enfant, leur dit-il, car elle est protégée par les puissances du bien, qui sont plus fortes que les puissances du mal. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'emmener jusqu'au château de la méchante sorcière, et de l'y abandonner. » Ils soulevèrent Dorothée avec douceur et précaution, et la transportèrent légèrement jusqu'au château où ils la déposèrent au pied du perron. Puis le chef s'adressa à la sorcière. « Nous vous avons obéi autant qu'il nous était possible de le faire. L'homme en fer blanc et l'épouvantail sont détruits. Le lion est captif dans la cour. Mais nous n'osons pas toucher à la fillette, ni à son petit chien. Votre pouvoir sur nous vient de prendre fin, et vous ne nous reverrez jamais plus. » Dans un chahut de rires et de jacassements, les singes ailés s'envolèrent et eurent bientôt disparu. À la vue du signe imprimé sur le front de Dorothée, la sorcière fut tout d'abord surprise et contrariée. Elle savait bien que, pas plus que les singes ailés, elle ne pouvait rien tenter de mauvais à son encontre. Elle posa son regard sur les pieds de Dorothée et, apercevant les souliers d'argent, se mit à trembler de frayeur, car elle n'ignorait pas qu'un charme puissant leur était attaché. Sur le coup, elle fut tentée de s'enfuir, mais elle se ravisa. Les yeux de Dorothée lui révélaient toute l'innocence de son âme enfantine. Il était évident que la petite fille ignorait quel pouvoir merveilleux elle détenait grâce aux souliers d'argent. Ricanant dans son fort intérieur, la sorcière se dit
Je peux encore en faire mon esclave, car elle ne connaît pas son pouvoir. » Alors, d'un ton dur et brutal, elle ordonna. « Suis-moi, et écoute bien tout ce que je te dis. Sinon, attends-toi à subir le sort du bûcheron et de l'épouvantail. » Dorothée la suivit donc dans le château, à travers une enfilade de salles magnifiques. Arrivée à la cuisine, la sorcière lui ordonna de nettoyer marmites et chaudrons, de balayer le plancher et d'entretenir le feu de bois. Dorothée se mit docilement à la tâche, prête à travailler de tout son cœur et de toutes ses forces, trop heureuse que la méchante sorcière eût décidé de l'épargner. Dorothée, occupée à sa besogne, la sorcière se dirigea vers l'enclos du lion poltron. Elle avait l'intention de le harnacher comme un cheval et de l'atteler à un chariot. Ce serait sans doute très amusant de se faire traîner par lui à la promenade. Mais à peine eut-elle ouvert le portail, le lion rugit de toutes ses forces et bondit si sauvagement qu'effrayée, elle sortit en courant et referma promptement la grille. « Si je ne peux pas te mettre de harnais, dit-elle à travers les barreaux, du moins puis-je t'affamer. Tu n'auras rien à manger tant que tu n'obéiras pas à mon bon plaisir. » Dès lors, le lion captif fut privé de Dès lors, le lion captif fut privé de nourriture. Chaque jour à midi, la sorcière paraissait à la grille et demandait « Es-tu prêt à porter le harnais comme un cheval ?» Et chaque fois le lion répondait « Non, si tu pénètres dans cette cour, je te mords !» Si le lion résistait si courageusement à la volonté de la sorcière, c'est que chaque nuit, tandis qu'elle dormait, Dorothée lui apportait de la nourriture trouvée dans le placard de la cuisine. Son repas terminé, il se couchait sur sa litière de paille, et la fillette s'allongeait près de lui, posait sa tête contre sa douce crinière touffue, et tous deux s'entretenaient de leurs malheurs et ruminaient des projets d'évasion. Mais ils ne trouvaient aucun moyen pour s'échapper de ce château, surveillé sans relâche par les jaunes Winkies, esclaves de la méchante sorcière. Ceux-ci la redoutaient trop pour lui désobéir. La petite fille devait travailler dur pendant le jour. La sorcière menaçait souvent de la battre, avec le vieux parapluie dont elle ne se séparait jamais. Mais en réalité, elle n'osait pas frapper Dorothée, à cause du signe qu'elle portait au front. L'enfant n'en savait rien, aussi craignait-elle sans cesse pour elle-même et Toto. Une fois, la sorcière donna un coup de son parapluie au petit chien. En retour, le courageux Toto s'élança et lui mordit la jambe. Pourtant, la morsure ne saigna pas. Il y avait belle lurette que le sang s'était desséché dans les veines de la mauvaise sorcière. La vie de Dorothée devenait de plus en plus triste, à mesure qu'elle perdait l'espoir de revoir jamais le Kansas et tante M. Parfois, elle pleurait amèrement des heures durant, et Toto, couché aux pieds de sa petite maîtresse, la regardait en gémissant pour lui montrer qu'il partageait sa peine. À dire vrai, Toto se souciait peu d'être au Kansas ou au Pays d'Oz, du moment que Dorothée était avec lui. Mais il la sentait malheureuse, ce qui l'empêchait d'être heureux. Or, la méchante sorcière mourait d'envie de s'approprier les souliers d'argent que portait la petite fille. Ses abeilles, ses corbeaux, ses loups gisaient en tas et se desséchaient. Elle avait épuisé tout le pouvoir de la coiffe d'or. Si seulement elle parvenait à s'emparer des souliers d'argent, ceci lui donnerait plus de puissance qu'elle n'en avait jamais eue. Elle se mit donc à surveiller Dorothée, projetant de lui dérober ses souliers quand elle les ôterait. Mais l'enfant était si fière de ses jolies chaussures qu'elle ne les enlevait que la nuit ou pour prendre son bain. La sorcière avait bien trop peur de l'obscurité pour s'aventurer la nuit dans la chambre de Dorothée. Mais sa peur de l'eau était encore plus forte. Aussi n'approchait-elle jamais quand Dorothée prenait son bain. En effet, la vieille sorcière ne touchait jamais l'eau et ne laissait jamais l'eau la toucher. Toutefois, la mauvaise créature avait plus d'un tour dans son sac et finit par trouver une ruse qui lui permettrait de s'emparer de l'objet de sa convoitise. Elle plaça une barre de fer en travers du plancher de la cuisine et par des artifices de magie la rendit invisible aux yeux humains. Quand Dorothée traversa la cuisine, elle trébucha sur la barre invisible et s'affala de tout son long sur le sol. Elle ne se fit pas grand mal, mais dans sa chute, elle perdit l'un des souliers d'argent. Avant même qu'elle eût pu le reprendre, la sorcière s'en était saisie et en avait chaussé son pied décharné. La méchante femme jubilait du succès de sa ruse. Dès l'instant qu'elle possédait l'une des chaussures, elle possédait la moitié de leur pouvoir magique, et Dorothée n'aurait pu s'en servir contre elle, même si elle avait connu leur secret. Voyant qu'elle avait perdu une de ses jolies chaussures, la petite fille se mit en colère. « Rendez-moi mon soulier, » dit-elle à la sorcière. « Jamais de la vie, » rétorqua l'autre. « Désormais, c'est à moi qu'il appartient. »« Vous êtes une mauvaise créature, » criait Dorothée. « Vous n'avez pas le droit de me prendre mon soulier. »
Ça m'est égal, je le garde, ricanait la vieille, et je trouverai bien l'occasion de te prendre l'autre. Dorothée ne se contint plus. Saisissant un baquet qui se trouvait là, elle renversa son contenu sur la sorcière qui fut mouillée des pieds à la tête. La vilaine femme poussa un hurlement de terreur et, à la grande surprise de la fillette, commença à rétrécir et rapetisser. « Tu vois ce que tu as fait » grinça-t-elle. « Dans un instant, j'aurai complètement fondu. » « Je suis vraiment navrée, » dit Dorothée, réellement effrayée de la voir fondre comme du sucre sous ses yeux. « Tu ne savais donc pas que l'eau pouvait causer ma perte ?» demanda la sorcière d'une voix plaintive et désespérée. « Bien sûr que non, » répondit l'enfant. « Comment aurais-je pu le deviner ?»« Dans quelques minutes, je serai tout à fait dissoute, et mon château t'appartiendra. J'ai été bien malveillante durant ma vie, mais je n'aurais jamais cru qu'une petite fille comme toi serait capable de me faire fondre et de mettre fin à mes méfaits. Regarde, je disparais. » À ces mots, la sorcière se liquéfia en une masse brunâtre et informe qui se répandit sur le plancher propre de la cuisine. Voyant qu'elle avait fondu pour tout de bon, Dorothée puisa un autre seau d'eau et le versa sur ce gâchis. Puis, à grands coups de balai, elle nettoya la pièce. Ensuite, elle ramassa le soulier d'argent, tout ce qui restait de la vieille femme, le lava, l'essuya avec un torchon et le remit à son pied. Enfin, libre d'agir à sa guise, elle courut annoncer aux lions qu'ils étaient délivrés à jamais de la méchante sorcière de l'Ouest et que leur captivité venait de prendre fin. Et c'est la fin du chapitre 12. On se marque une courte pause, les amis. Et bonsoir Sarah Drew, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et oui, exactement ce que je me suis dit, mais en même temps, c'est très bizarre. Alors, je vais vous expliquer ce que je pense. Je trouve ça très cool, ce chapitre était vachement sympa, mais en même temps, je trouve que il y a une sorte de Deus Ex Machina permanent qui est un peu bizarre. En même temps, on est dans un conte merveilleux, donc j'ai envie de dire, ça arrive relativement souvent qu'il y ait des choses qui a un peu ni queue ni tête, que les choses s'enchaînent de manière un peu loufoque, un peu absurde. Pourquoi pas ? Mais là, la chose qui m'étonne beaucoup, c'est que le gros problème de la méchante sorcière de l'Ouest a été réglé comme ça d'un claquement de doigts en moins d'un chapitre, en fait. Parce que 90% du chapitre, c'est la sorcière qui ne parvient pas à exécuter son plan, Dorothée et le lion qui sont réduits, on va dire, en esclavage, et paf, la solution qui vient de nulle part tout d'un coup, où Dorothée n'a même pas fait exprès d'apporter la solution. C'est un pur hasard, quoi. Je trouve ça un peu... waouh. Je trouve ça un peu étonnant, et je me dis, ah bah dis donc, il s'en est passé des choses dans ce chapitre. Et du coup, une corollaire de ça, pour moi, qui est un peu étrange, c'est que du coup, on a l'impression que les actions sont un peu sans conséquence. Et je vous avais parlé du fait que je trouvais qu'il y avait une ambiance qui pouvait faire un peu penser à du jeu de rôle, dans le sens où, dans le jeu de rôle, c'est assez fréquent qu'il y ait une série d'actions voilà, qui puissent s'enchaîner rapidement et qui semblent se passer trop bien ou passer trop rapidement d'une chose à l'autre. Voilà, peut-être qu'il n'y ait pas un développement très naturel, mais plutôt un rythme un peu effréné. Je trouve que c'est des moments qui arrivent en jeu de rôle. Et là, il y a ce truc-là, et du coup, je trouve dans les mauvais jeux de rôle, ça peut instaurer un sentiment d'inconséquence. Et quand il y a de l'inconséquence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu, ça veut dire que... Enfin, personnellement, ça veut dire que je suis moins investi. En tout cas, je pense que ça peut avoir cet effet-là, et moi, c'est souvent l'effet que ça me fait, de me sentir un peu moins investi, à me dire, ah bah en fait, si les choses peuvent se régler un peu magiquement, déjà le mot magiquement, c'est une preuve pour moi que ça va pas, mais en même temps, on est dans un conte avec de la magie, alors c'est sûr que... Bon, bref. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est un peu trop facile, quelque part. Un peu trop facile, mais bon. Et du coup, oui, toujours dans ce délire d'inconséquence, ce qui me frappe, c'est à quel point les personnages ont l'air de trouver ça complètement inconséquent. C'est-à-dire que
en une fraction de seconde, Dorothée, le bûcheron et l'épouvantail, rien à foutre, quoi. Vraiment, une fraction de seconde, c'était oh là là, mes petits problèmes, mes petits malheurs. Bon, après, elle était bien entendu, elle avait ses problèmes, hein, on va dire. Forcément, elle devient un petit peu la bonne à tout faire de la sorcière. Je comprends qu'elle puisse se morfondre sur son, sur sa place, sur sa condition. Mais c'est vrai que vraiment, je me suis trouvé très étonné. Et en même temps, c'est pas la première fois depuis le début de l'œuvre, je trouve, que soudainement, complètement éclipsé le personnage de l'épouvantail du bûcheron. Alors que le bûcheron et l'épouvantail, c'est quand même ceux qui ont le plus participé avec le lion, mais eux deux notamment, à la protection de Dorothée depuis le début du périple, quoi. Donc c'est assez étonnant, je trouve, qu'il n'y ait pas de pensée pour eux-mêmes. Après, dans les contes, c'est tout le temps comme ça. Paf, t'as besoin d'une solution, paf, la voilà. Ah, je sais pas. Je comprends bien entendu que ça reste de la littérature jeunesse, que ça reste du conte merveilleux, etc., etc. Mais je sais pas, je trouve que particulièrement dans Le Magicien d'Oz, il y a une manière d'enchaîner les actions et de passer de l'une à l'autre vraiment sans comment dire, sans lien de causalité évident et vraiment sans gravité. C'est-à-dire que vraiment, il y a pas du tout ce truc de ouais, en fait, je la trouve assez égoïste quelque part, Dorothée, mais en même temps, il n'y a pas tellement de focus non plus sur la psyché de Dorothée. Donc en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'elle est égoïste ou est-ce qu'on peut juste dire que c'est juste la narration qui prend pas le temps de s'intéresser à la psychologie des personnages? C'est vrai qu'on est là-dedans aussi. C'est vrai que autant on n'entend pas Dorothée s'inquiéter pour ses amis, autant on entend assez peu Dorothée aussi avoir un discours sur son propre sort finalement. Donc bon, je pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit égoïste. Non, je pense que ça réside pas dans les personnages. Ça réside plutôt vraiment dans la narration, quoi. Après, c'est clairement une histoire pour enfants dans Alice aussi, mais c'est déjà un peu plus caché. Faut garder un regard d'enfant sur certaines choses. Ouais, j'entends. Mais je sais pas. Personnellement, après c'est peut-être une histoire de goût. Personnellement, je continue à avoir la même appréciation, à savoir que je trouve que le Magicien d'Oz ressemble énormément à Alice au Pays des Merveilles. Sauf que Alice au Pays des Merveilles, je trouve que c'est un cran au-dessus et un cran assez au-dessus. C'est-à-dire que j'aime vraiment bien le Magicien d'Oz, mais Alice au Pays des Merveilles, c'est l'une de mes œuvres favorites. Et il y a vraiment un gros gap entre les deux. Il y a vraiment un énorme gap. La narration ne prend pas le temps à tout ça, c'est fait pour être une histoire assez courte, ce qui nous empêche d'avoir un approfondissement sur plein de détails. Oui, je suis d'accord, mais je trouve que même par rapport à d'autres contes, etc., je sais pas, il y a un rythme assez effréné qui me surprend un peu, quoi. Il y a un rythme assez effréné où vraiment on s'attache à aucune action, justement. Aucune action, aucun développement, aucun approfondissement, comme tu dis, mais je trouve presque encore plus que d'habitude. Ce qui peut aller quelque part avec le message que nous donnait l'auteur Lyman Frank Baum dans son introduction. Il veut réinventer le conte et faire un conte moderne où ça reste que du divertissement et tout ce qui est triste, grave, etc. à la fenêtre, à la poubelle. Donc en vrai, ça va assez bien avec le message que nous a délivré l'auteur au début de livre, hein. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que je trouve que ça enlève un peu de la substance et de l'intérêt de la chose? Je pense que oui. Je pense que oui, en tout cas selon mon appréciation. Mais bon, malgré tout, ça reste une lecture vachement cool et qui continue de grave me donner envie de revoir le film de 1939 parce que j'en ai vraiment des souvenirs très très confus, très très flous et qu'il y a plein de passages de l'histoire dont je me rappelle absolument pas et où même je me dis mais attends, c'est comme ça dans le film? Genre vraiment c'est étonnant, je pensais connaître à peu près la structure du film et en fait je me demande de plus en plus si je la connais réellement. Parce que
Là, toute l'histoire d'aller tuer la sorcière sur la demande d'Oz, ça me parle pas. Euh, Toutes les attaques des loups, des abeilles, des Winkies, euh, de l'autre encore, des corbeaux, tout ça, ça me parle pas des masses. Euh, les singes volants, ça me parle. Les singes volants, c'est un peu iconique et j'ai l'image bien en tête. C'est un truc qui apparemment met mal à l'aise beaucoup de gens, les singes volants. Donc ouais, moi les singes volants, je vois bien. Euh, Surtout qu'ils ont été énormément repris dans des tas de jeux vidéo. C'est devenu une créature à part entière qui a été beaucoup déclinée, qui a été beaucoup référencée dans des jeux vidéo, dans d'autres univers en fait. Donc ouais, ça me parle. Mais maintenant, toujours en termes de structure narrative, je me dis où est-ce qu'ils vont aller, étant donné qu'il reste quand même un petit quart, euh, ouais, un petit quart, un petit tiers, je sais plus trop, de l'œuvre, et que, bah, a priori, ils ont réussi leur mission imposée par le magicien d'Oz, donc qu'est-ce qu'ils vont faire sur tout ce qu'il leur reste de temps? Je ne sais point trop. Et sinon, je suis le seul à m'être dit, mais ça pareil, je ne savais pas, je me dis que le truc de faire fondre la sorcière et que ça devienne une bouillie, etc., ça m'a fait énormément penser à la scène de Qui veut la peau de Roger Rabbit, quand le méchant meurt à la fin et fond. Et c'est une scène qui m'a traumatisé quand j'étais petit. C'est une scène qui m'a traumatisé quand le méchant est en train de fondre là dans un liquide verdâtre d'acide ou je sais pas quoi, acmé là, je sais plus quoi, avec les yeux qui partent dans tous les sens et qu'il est en train de crier et de crier je fonds, je fonds. C'est une scène qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Et moi, j'ai trop vu cette scène-là sur la mort de la sorcière. Ça m'a fait trop rire et à la fois me demander si est-ce que le magicien d'Oz a entre guillemets instauré ce poncif ou est-ce que ça existait déjà avant. Je sais pas s'il y a d'autres contes auparavant ou d'autres textes auparavant qui parlaient de faire fondre une sorcière de la sorte entre guillemets. Mais du coup, je me demande si ça existe dans le film Le Magicien d'Oz et si ça a été ensuite repris dans des tas de dessins animés, de films, de séries, et notamment Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais ouais, ça m'a fait vraiment un flashback de l'enfance, c'était marrant. Oui, il faut aller sauver l'épouvantail. J'espère que ils vont le sauver. Je pense que quand même, ça me paraîtrait très étrange, mais si ça se trouve, je connais pas du tout l'histoire, je me trompe complètement. Et si ça se trouve, l'épouvantail et le bûcheron en fer blanc, c'est tout, c'est terminé, on les reverra plus. Ça m'étonnerait, mais si ça se trouve, c'est le cas, hein. Je ne sais pas. D'ailleurs, pourquoi si elle ouvrait la cage tous les jours pour donner à manger aux lions et dormir, pourquoi ils ont pas fui? Elle dit qu'elle ouvrait la cage? J'ai plus souvenir de ça. Qu'elle allait lui donner à manger et dormir avec lui, ouais. Mais qu'elle ouvrait la cage, elle le dit textuellement? Je me rappelle plus. Après, sinon, bon, voilà, il y a toujours des trucs qui sont rigolos à voir dans la narration qui fonctionnent toujours. Il y a la fameuse règle des trois. C'est-à-dire que la sorcière, elle envoie les loups, ça marche pas. Elle envoie les corbeaux, ça marche pas. Elle envoie les abeilles, ça marche pas. Donc on passe à un truc un peu différent avec les Winkies, avec les singes volants. Mais ouais, c'est marrant de repérer ces trucs-là. La règle des trois en narration et notamment dans les contes, c'est tellement un truc hyper prégnant. Et, euh, et du coup, c'est drôle parce que à la fois pour le lecteur, c'est rassurant. De toute façon, c'est souvent un truc comme ça, hein. Il y a souvent un jeu comme ça entre le lecteur et l'auteur. C'est-à-dire avoir des scènes rassurantes qui nous parlent, avoir des clichés presque où on sait où on va, et ensuite jouer pour nous surprendre à partir de ces clichés, pour aller ailleurs. Donc moi, je trouve que c'est vraiment tout le travail d'un auteur en vérité, de se mettre un peu les lecteurs dans la poche en faisant des trucs familiers, etc., pour essayer de l'amener sur des choses beaucoup plus étonnantes, beaucoup plus diversifiées.
Donc ça, j'aime bien voir ce genre de technique d'écriture presque. Ça me fait ouais, je me dis toujours que c'est intéressant de s'en rendre compte, quoi. Bref, je pense que j'ai trop parlé, hein. Par contre, encore une fois, la violence, elle est assez, enfin, c'est marrant parce que comme quoi ça dépend vraiment enfin, comment dire? Comme quoi ce que dit Lyman Frankbaum dans son introduction peut être vraiment pris, dans différents sens. Parce que quand même, il dit qu'il voulait pas de trucs graves, il voulait pas de trucs tristes. Par contre, le bûcheron qui décapite des loups, par quarantaine et et hem et l'épouvantail qui tord des coups à 40 corbeaux, ça pose pas souci. Enfin ouais, c'est assez étonnant les choix, je trouve, mais je m'attendais pas à avoir autant de violence dans ce livre, je vous avoue. Mais c'est marrant. Non mais ça, c'est normal pour l'époque. Ah bon? Je sais pas, ça m'a quand même surpris. Ça m'a quand même surpris. Bien, je reprends la lecture, les amis, avec 2 chapitres cette fois-ci. On va enchaîner 2 chapitres. Et je vous reviens dans quelques minutes. N'hésitez pas, hein, si à un moment je fais une voix un petit peu trop excentrique et que le micro capte mal, que ça sature, ou que je parle pas assez fort ou trop fort et que vous entendez pas bien les mots que je prononce ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à spammer le chat avec des messages en gros, en capital. Et comme ça, je saurai qu'il faut que je relise avec une voix plus intelligible. N'hésitez pas. Bref, on est reparti exactement de cette manière, Sarah Drew. Mais en même temps, je vous avoue que ça me fait rire de faire des voix bizarres. Mais bref. On repart pour de petits chapitres et on effectuera encore une pause tout à l'heure. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute jusqu'à la prochaine pause. Chapitre 13. Délivrance. Le lion poltron fut très heureux d'apprendre que la méchante sorcière avait fondu grâce à un seau d'eau. Dorothée ouvrit aussitôt la grille de sa prison et le libéra. Ensemble, ils pénétrèrent dans le château, où le premier geste de Dorothée fut de convoquer tous les Winkies pour leur annoncer la fin de leur esclavage. La nouvelle provoqua une réjouissance sans pareille parmi les jaunes Winkies, car ils avaient dû peiner de longues années sous le joug cruel de la méchante sorcière. Ce jour de leur délivrance serait à jamais un jour de fête, qu'ils célébreraient par des banquets et des danses. « Si seulement nos amis, l'épouvantail et le bûcheron étaient avec nous, je serais parfaitement heureux, » dit le lion. « Ne croyez-vous pas qu'il soit possible de leur porter secours » interrogea anxieusement la fillette. « Nous pouvons toujours essayer, » répondit le lion. Ils appelèrent les jeunes Winkies et leur demandèrent s'ils acceptaient de les aider à secourir leurs amis. Les Winkies dirent qu'ils seraient ravis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour celles qui les avaient tirés de leur servitude. Dorothée choisit quelques Winkies parmi les plus avertis et ils se mirent en route. Ils marchèrent tout un jour et une partie du lendemain avant de parvenir dans la plaine rocheuse où gisait le pauvre bûcheron, tout cabossé et rompu. Sa hache se trouvait près de lui, mais le tranchant en était rouillé et le manche brisé court. Les Winkies le soulevèrent doucement dans leurs bras et le ramenèrent au château jaune, tandis que, sous le regard peiné du lion, Dorothée versait quelques larmes sur le triste état de son vieil ami. Quand ils parvinrent au château, la petite fille demanda aux Winkies « Y a-t-il des ferblantiers parmi vos gens ?»« Bien sûr, certains sont même d'excellents ouvriers, » répondirent-ils. « Alors allez me les chercher, » dit-elle. Bientôt les ferblantiers arrivèrent, portant leurs boîtes pleines d'outils. Dorothée les interrogea. « Êtes-vous capable de redresser les bosses de l'homme en fer-blanc, de le refaçonner et de souder ses entailles ?» Les ferblantiers examinèrent le bûcheron avec soin et répondirent qu'ils pensaient pouvoir le réparer et le remettre en forme. Ils se mirent tout de suite à l'œuvre, dans une des grandes salles jaunes du château, et travaillèrent 3 jours et 4 nuits, martelant, tordant, courbant, soudant, polissant, bocardant les jambes, le corps et la tête de l'homme en fer blanc. Quand ils s'arrêtèrent,
Il avait repris son ancienne allure, et ses articulations fonctionnaient aussi bien qu'avant. Évidemment, il avait fallu souder çà et là des raccords, mais les ferblantiers avaient fait du bon travail, et comme le bûcheron n'était pas vaniteux, ce raccommodage le laissait indifférent. Quand enfin il entra dans la chambre de Dorothée pour la remercier de l'avoir sauvée, il se sentait si content qu'il ne put retenir des larmes de joie. Dorothée les essuya une à une soigneusement avec son mouchoir, car il ne fallait pas que les articulations rouillent à nouveau. En même temps, ses propres larmes coulaient abondamment, tant les retrouvailles avec son vieil ami la touchaient, mais ces larmes-là n'avaient pas besoin d'être essuyées. Quant au lion, il s'épongeait si souvent les yeux du bout de sa queue que celle-ci fut bientôt trempée, et le lion dut aller dans la cour et la tenir au soleil jusqu'à ce qu'elle fût sèche. « Si seulement l'épouvantail était avec nous, je serais parfaitement heureux, » dit le bûcheron, quand Dorothée lui eut raconté ses aventures. « Nous devons essayer de le retrouver, » dit la fillette. Elle appela les Winkies à la rescousse, et ils cheminèrent ensemble tout ce jour et une partie du lendemain, avant de rejoindre le grand arbre à la cime duquel les singes ailés avaient balancé les habits de l'épouvantail. C'était un très grand arbre, et son tronc était si lisse qu'il fallut renoncer à y grimper. Mais le bûcheron dit aussitôt « Je vais l'abattre, et nous pourrons récupérer les habits de l'épouvantail. » Or, tandis que les ferblantiers étaient en train de raccommoder le bûcheron, un autre Winkies, qui était orfèvre, avait fabriqué un solide manche tout en or et l'avait ajusté à la hache du bûcheron à la place de l'ancien. D'autres avaient débarrassé le tranchant de sa rouille, et il brillait comme de l'argent poli. Dès qu'ils eurent parlé, le bûcheron se mit à tailler le tronc et peu après, l'arbre s'abattit avec un craquement. Les habits de l'épouvantail tombèrent des branches et roulèrent sur le sol. Dorothée les ramassa et on les ramena au château, où ils furent bourrés de belles pailles fraîches. Et tenez-vous bien, l'épouvantail était là, aussi beau qu'avant, et ne cessait de remercier les uns et les autres de lui avoir rendu la vie. Enfin réunis, Dorothée et ses amis vécurent de bons moments au château jaune, à l'abri de tout besoin. Mais un jour, la petite fille se souvint de tante M, et elle dit « Nous devons retourner chez Oz et lui rappeler ses promesses. »« Oui, » dit le bûcheron, « j'aurai enfin un cœur. »« Et moi de la cervelle, » ajouta l'épouvantail joyeusement. « Et moi du courage, » dit le lion pensif. « Et moi, je rentrerai au Kansas, » s'écria Dorothée en battant des mains. « Oh, partons dès demain pour la cité d'émeraude. » Ainsi fut-il décidé. Le jour suivant, ils invitèrent tous les Winkies pour leur faire leurs adieux. Les Winkies étaient désolés de les voir partir. Ils s'étaient pris d'affection surtout pour le bûcheron, qu'ils suppliaient de demeurer chez eux pour gouverner le jaune pays de l'Ouest. Mais comprenant que rien ne les ferait changer d'avis, ils offrirent à Toto et au lion un collier d'or chacun, à Dorothée un magnifique bracelet incrusté de diamants, à l'épouvantail un bâton de marche à pommeau d'or. Quant au bûcheron, il reçut un bidon d'huile, en argent rehaussé d'or et serti de pierreries. En retour, les voyageurs adressèrent chacun à leur tour aux Winkies un joli discours de remerciement et leur serrèrent à tous la main jusqu'à ce que les bras leur en tombent de fatigue. Dorothée alla à l'armoire remplir son panier de provisions de route. C'est alors qu'elle aperçut la coiffe d'or. Elle l'essaya. Celle-ci lui seyait à merveille. La fillette ignorait tout du charme attaché à la coiffe, mais elle la trouvait jolie, et cette raison lui suffit pour s'en coiffer et ranger son petit bonnet de soleil dans le panier. Ainsi, fin prêt pour le voyage, ils se mirent donc en route vers la cité d'émeraude. Les Winkies saluèrent leur départ par 3 salves de hurrah et leur souhaitèrent tout le meilleur possible. 14. Les singes ailés. Vous souvenez-vous qu'il n'existait pas de route, pas même de sentier, entre le château de la méchante sorcière et la cité d'émeraude. Quand les 4 voyageurs étaient partis à la recherche de la sorcière, c'est elle qui les avait vus venir et avait envoyé les singes ailés pour les amener jusqu'à elle. Le retour s'annonçait donc plus difficile que l'aller. Il fallait se frayer un chemin à travers les grands champs de boutons d'or et de marguerites. Certes, ils savaient qu'ils devaient aller droit vers l'est, vers le soleil levant, et ils prirent d'abord la bonne direction. Mais à midi, quand le soleil brilla au-dessus de leur tête, ne sachant plus où était l'est ou l'ouest, ils se perdirent au milieu des grands prés. Néanmoins, ils poursuivirent leur marche. À la nuit, la lune se leva et brilla dans le ciel. Ils se couchèrent alors parmi d'odorants pois de senteur et dormirent profondément jusqu'au matin. Tous, sauf l'épouvantail et le bûcheron.
Le lendemain, le soleil était caché derrière un nuage. Pourtant, ils repartirent comme s'ils étaient sûrs de leur chemin. « Si nous allons assez loin, dit Dorothée, nous finirons bien par arriver quelque part, il me semble. » Mais les jours s'écoulaient, et ils ne voyaient devant eux que des prés et des prés de pois de senteur. L'épouvantail commença à ronchonner. « Nous avons certainement perdu notre route, dit-il, et si nous ne la retrouvons pas à temps pour rejoindre la cité d'Émeraude, je n'obtiendrai jamais ma cervelle. »« Ni moi mon cœur, renchérit le bûcheron. Je boude d'impatience d'arriver chez Ose, et vous devez reconnaître que ce voyage n'en finit pas. »« Voyez-vous, pleurnicha le lion poltron, je n'ai pas le courage d'errer à l'aveuglette, sans jamais arriver nulle part. » Alors Dorothée sentit son courage l'abandonner. Elle s'assit dans l'herbe et regarda ses compagnons. Ils s'assirent et la regardèrent. Et pour la première fois de sa vie, Toto se sentit trop fatigué pour chasser le papillon qui voltait au-dessus de sa tête. Il haletait, la langue pendante, et regardait Dorothée comme pour lui demander ce qu'on allait faire. « Si nous appelions les souris des champs, suggéra-t-elle, elles nous indiqueraient certainement la route vers la cité d'Émeraude. »« Mais bien sûr, s'écria l'épouvantail. Comment n'y avons-nous pas songé plus tôt ?» Dorothée saisit le petit sifflet qu'elle portait à son cou depuis que la reine des souris le lui avait donné, et siffla. Un trottinement de petites pattes ne tarda pas à se faire entendre. Des centaines de souris grises accouraient. Parmi elles se trouvait la reine en personne, qui demanda de sa voix flûtée: « Que puis-je faire pour mes amis ?»« Nous avons perdu notre chemin, dit Dorothée. Pouvez-vous nous dire où se trouve la cité d'Émeraude ?»« Sans doute, répondit la reine, mais c'est très loin d'ici, car vous n'avez cessé de lui tourner le dos. » C'est alors qu'elle remarqua la coiffe d'or de Dorothée. « Pourquoi ne recourez-vous pas à la formule magique de la coiffe? Vous pourriez appeler les singes ailés. Ils vous transporteraient jusqu'à la cité d'Oz en moins d'1 heure. » Une formule magique? S'étonna Dorothée. Je ne savais pas que la coiffe en avait une. Quelle est-elle? C'est écrit à l'intérieur, répondit la reine. Mais si vous décidez d'appeler les singes ailés, il vaut mieux que nous fuyions avant leur arrivée, car ils sont pleins de malice et adorent nous tourmenter. Mais ils vont peut-être me faire du mal, s'inquiéta la petite fille. Oh non, ils doivent obéir à celui ou celle qui porte la coiffe. Adieu. Et la reine décampa lestement, suivie de toutes les souris. Dorothée regarda à l'intérieur de la coiffe et vit quelques mots écrits sur la doublure. Voilà la formule, se dit-elle, et elle lut attentivement les instructions, puis mit la coiffe sur sa tête. Ep, paix, pep, paix, pac, quai, prononça-t-elle en levant le pied droit. Que dites-vous là? Demanda l'épouvantail sans comprendre. Illo, ollo, hello, continua Dorothée en levant le pied gauche. Hello, répondit placidement le bûcheron. Zizu, zuzi, zik, dit Dorothée, campée sur ses 2 pieds. Les paroles magiques à peine achevées, ils entendirent des caquetages mêlés à des claquements d'ailes. La troupe des singes ailés volait vers eux. Le roi s'inclina devant la fillette. « Que désirez-vous » demanda-t-il. « Nous aimerions aller à la cité d'Émeraude, » dit l'enfant. « Nous nous sommes égarés. »« Nous allons vous y porter, » répondit le roi. Aussitôt, 2 singes prirent Dorothée dans leurs bras et s'envolèrent avec elle. D'autres saisirent l'épouvantail, le bûcheron et le lion, tandis qu'un petit singe les suivait, serrant Toto dans ses bras malgré les efforts du chien pour le mordre. L'épouvantail et le bûcheron n'étaient pas tellement rassurés. Ils se souvenaient de la façon peu aimable dont les singes ailés les avaient traités autrefois. Mais quand ils comprirent qu'on ne leur voulait aucun mal, ils s'abandonnèrent à leur guide et s'amusèrent à regarder les jolis prés et les bois qui défilaient loin au-dessous d'eux. Dorothée trouvait le voyage agréable, confortablement assise entre 2 des plus grands singes dont l'un était le roi lui-même. Ils avaient formé une chaise de leurs mains jointes et prenaient garde à ne pas trop secouer la fillette. « Pourquoi avez-vous obéi à la formule magique de la coiffe ?» demanda celle-ci. « C'est une longue histoire, » répondit le roi en riant. « Mais puisque nous avons du temps devant nous, je peux vous la raconter pendant le voyage, si toutefois vous le désirez. »« Cela me ferait plaisir, » répondit l'enfant. « Jadis, commença le roi, nous étions un peuple libre et vivions heureux dans la grande forêt, volant d'arbre en arbre, mangeant des noix et des fruits, n'obéissant qu'à notre plaisir, sans avoir à servir de maître. Certains d'entre nous étaient peut-être trop pleins de malice, parfois. Ils tiraient par la queue les animaux privés d'ailes, pour chasser les oiseaux, bombarder de noix la tête des promeneurs de la forêt.
Mais nous vivions sans souci, heureux, aimant à rire et jouissant de chaque heure du jour. Cela se passait il y a très longtemps, bien avant qu'Oz ne descendît des nuages pour gouverner cette contrée. À cette époque, vivait dans la région du Nord une belle princesse qui était aussi une très puissante magicienne. Tout son pouvoir lui servait à aider les gens, et jamais on ne la vit nuire à quelqu'un de bon. Elle s'appelait Gaïelette, et habitait un somptueux palais construit dans de grands blocs de rubis. Chacun l'aimait, mais grande était sa tristesse de ne trouver personne à aimer en retour, car tous les hommes étaient ou trop bêtes ou trop laids pour mériter la main d'une aussi belle et sage personne. Toutefois, elle finit par découvrir un garçon beau, viril, et d'une sagesse au-dessus de son âge. Gaïelette décida d'attendre qu'il soit tout à fait homme pour l'épouser. Elle l'amena dans son palais de rubis et employa tous ses pouvoirs magiques à le rendre aussi fort, bon et aimable qu'une femme put le souhaiter. Parvenu à l'âge de raison, Kelala, c'était son nom, jouissait de la réputation de l'homme le meilleur et le plus intelligent de tout le pays. Et sa beauté mâle était telle que Gaïelette, le chérissant de plus en plus tendrement, hâta les préparatifs du mariage. Mon grand-père était alors le roi des singes ailés et vivait dans la forêt voisine du palais de Gaïelette. C'était un joyeux drill, qui aurait plutôt manqué un bon repas qu'une bonne farce. Un jour, juste avant les noces, mon grand-père, qui volait en compagnie de sa troupe, aperçut Kelala se promenant au bord de la rivière, vêtu d'un riche costume de soie rose et de velours pourpre. Mon aïeul voulut le mettre à l'épreuve. À son commandement, les singes allèrent cueillir Kelala, l'emportèrent au-dessus de la rivière, et de là-haut, le laissèrent tomber au beau milieu des flots. « Nage, nage, mon bel ami !» lui criait mon grand-père, « et regarde bien si l'eau n'a pas taché tes habits. » Kelala était beaucoup trop sage pour ne pas savoir nager, et sa bonne fortune n'avait nullement gâté son caractère. Il émergea de l'eau et nagea en riant vers la berge. Mais Gaïelette accourait. Elle vit le beau costume de soie et de velours tout abîmé par la mésaventure. La princesse était fort courroucée, et bien sûr La princesse était fort courroucée, et bien sûr connaissait le coupable. Elle fit comparaître tous les singes ailés devant elle et ordonna qu'on leur attache les ailes. Ils seraient traités comme ils avaient traité Kelala et jetés dans la rivière. Mon grand-père plaida sa cause, le désespoir au cœur, sachant trop bien qu'avec leurs ailes liées, les singes se noieraient dans la rivière. Kelala lui-même intervint en leur faveur, si bien que Gaïelette finit par les épargner, mais à une condition cependant. Désormais, les singes ailés devraient obéir 3 fois aux ordres que leur donnerait le propriétaire de la coiffe d'or. Cette coiffe avait été fabriquée tout exprès comme cadeau de mariage pour Kelala, et l'on prétendait qu'elle avait coûté à la princesse la moitié de son royaume. Naturellement, mon grand-père et ses compagnons acceptèrent sur-le-champ la fameuse condition. C'est ainsi que nous sommes devenus les serviteurs de quiconque possède la coiffe d'or, et devons nous soumettre 3 fois à ses ordres. « Et qu'advint-il ensuite ?» demanda Dorothée, que cette histoire intéressait vivement. Kelala étant le premier possesseur de la coiffe, il fut le premier à nous imposer ses volontés. Comme sa jeune fiancée ne pouvait supporter notre vue, après son mariage, il nous réunit dans la forêt et nous ordonna de nous tenir toujours hors du chemin de la princesse. Et nous obéîmes contents, car elle nous faisait peur. C'est le seul ordre que nous eûmes à exécuter jusqu'à ce que la coiffe d'or vînt à tomber aux mains de la méchante sorcière de l'Ouest. Celle-ci nous força à asservir les Winkies, puis à chasser Oz lui-même du pays de l'Ouest. À présent, la coiffe vous appartient, et vous avez le droit de formuler 3 vœux. Comme le roi des singes achevait son histoire, Dorothée regarda en bas et aperçut les remparts verts et scintillants de la cité d'Émeraude. Elle avait beau s'émerveiller du vol rapide des singes, elle était néanmoins contente que le voyage fût terminé. Les étranges créatures déposèrent doucement les voyageurs devant la porte de la cité. Le roi s'inclina très bas devant Dorothée et s'envola légèrement, suivi de sa troupe ailée. « Nous avons fait un bon voyage, » dit la petite fille. « Oui, » approuva le lion, « cela nous a promptement tiré d'embarras. Quelle chance que vous ayez emporté cette coiffe merveilleuse. » Et c'est la fin du chapitre 14. Attendez, je vérifie, mais c'est bien ce que j'avais décidé. Hein. Je crois que c'est bien ce que j'avais décidé. C'est ça. C'est ça. Exactement. Hop.
Nous marquons une courte pause. Courte pause parce que, bon, on va reprendre la lecture le plus vite possible là. J'ai pas lu énormément. Coucou Moonlight, si tu es toujours parmi nous. Désolé, pendant que je suis en lecture, j'essaie de ne pas m'interrompre pour que ça soit un maximum agréable, compréhensible. Donc j'espère que tu es toujours parmi nous. Sinon, désolé. Et tu ne le sauras jamais. Non. Pour rire, mon grand-père décida de noyer un homme. Fun. Ouais, mais c'est des singes ailés aussi. C'est vrai que enfin, en fait, encore une fois, c'est marrant parce que, encore une fois, le texte est rempli de clichés mais, et de poncifs, mais sans être forcément désagréable, on va dire. Mais c'est vrai que, par exemple, les singes, c'est lié à l'espièglerie. Singe égale espiègle égale farceur égale comment ils disaient ça déjà, je me rappelle plus. Ils employaient un terme dans le texte, mais un peu malin comme ça. Enfin, je sais plus quel terme ils disaient, mais ouais, voilà, ils disaient qu'ils avaient de la malice, donc un peu malicieux. Mais ouais, il y a plein de poncifs comme ça, mais que je trouve trop drôle à voir en fait, que je trouve trop drôle à voir et je me dis, bah oui. Donc Lyman Frank Baum, il a écrit ça en 1900. En tout cas, c'est publié en 1900, je crois, Le Magicien d'Oz. Et oui, il a bien compris, les structures narratives, il a bien compris les techniques de narration, il a bien compris les poncifs qu'on peut voir dans ce genre d'histoire de contes, etc. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont réutilisées, c'est fou. C'est fou, je trouve. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les contes, j'ai envie de dire, destinés à la jeunesse, enfants, merveilleux, etc. Ce truc de faire énormément de répétitions. Il y a la règle des entre guillemets, faire une action 3 fois, et qu'en général ça fail 3 fois pour réussir la dernière, grosso modo. Ou bien de répéter une action 3 fois, comme là par exemple, sur l'utilisation de la coiffe, hein. L'utilisation de la coiffe, ça marche 3 fois. Donc voilà, c'est des trucs qui reviennent tout le temps, ce genre de choses. Mais en fait, sur aussi les répétitions de manière générale, le truc de une situation s'est présentée à un moment, elle se représente sous une forme un peu différente à un autre moment, et ça fait un peu des clins d'œil comme ça, de chapitre en chapitre, etc. Aux différents moments de l'histoire. Il y a des choses qui se répondent, ça c'est hyper fréquent, hyper fréquent. De manière presque un peu, comment dire, un peu trop évidente, quoi. Un peu vraiment tiens dans ta face, quoi. Des fois, c'est vraiment littéralement une phrase qui est remise telle quelle, quoi. Avec des termes dont on sait que ça va nous marquer parce que ça va nous faire penser à tel moment et tout. Mais bon, ça marche bien, c'est des choses qui marchent bien en vrai. Et là, au travers des 2 chapitres qu'on vient de lire, je comprends un peu mieux. Alors déjà, Dorothée n'est pas égoïste, donc ça c'est cool. Et là, c'est marrant parce que je trouve que Lyman Frank Baum a un peu contrecarré tout ce que j'ai dit dans la pause précédente. C'est-à-dire que là, il y a eu du dialogue. Là, Dorothée s'est un petit peu exprimée, a beaucoup été actrice et a décidé de faire des choses pour sauver ses amis, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Je trouve ça plus logique quelque part. Et j'ai assez aimé comment c'était fait. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces 2 chapitres, notamment avec le monologue du singe, c'est que le singe, on n'a jamais eu un personnage qui parle autant. On n'a jamais eu un personnage qui nous raconte autant de choses. Et là, ça ouvre un spectre bien plus intéressant, je trouve, où je comprends mieux comment Lyman Frank Baum a pu écrire, je crois, 13 romans sur l'univers d'Oz, et comment, au fur et à mesure des années, depuis 124 ans,
il y a des tas d'autres auteurs, des descendants à lui, puis d'autres auteurs, qui continuent d'écrire dans l'univers d'Oz et qui continuent d'étayer cet univers. Et là, je comprends, parce que notamment au travers du récit du singe, on se dit ah ouais, ok, en fait, le royaume, il a aussi une histoire parce qu'on nous parle des événements passés. Il a une géographie parce que vraiment c'est très délimité. La sorcière de l'Ouest, de l'Est, etc. Quel peuple vit dans ces régions-là? Quelle couleur va être associée à ces peuples? Par exemple, pour les Winkies, le jaune. Par exemple, à la Cité d'Émeraude, le vert. À chaque fois qu'il y ait aussi une pierre qui soit donnée, le jaune de l'or, forcément. Là, on nous parlait aussi d'un endroit qui était basé, si je peux dire, sur les rubis. Et bien sûr, la Cité d'Émeraude. Donc, je trouve ça très, très sympathique d'avoir un peu un aperçu comme ça de la géographie et de l'histoire du royaume d'Oz. Parce que du coup, ça donne envie. Et des royaumes voisins, j'ai envie de dire, parce que d'ailleurs, je ne sais pas trop si par royaume d'Oz, on peut dire que c'est tout l'univers ou si c'est seulement la partie de la Cité d'Émeraude, avec tous les êtres habillés en vert, etc. Je sais pas trop ça. Mais en tout cas, on se dit que c'est beaucoup plus riche et que ça a le potentiel à être beaucoup plus riche et beaucoup plus étendu. Et ouais, moi là, ces deux petits chapitres me donnent envie d'en apprendre plus sur l'univers carrément, quoi. Notamment, bah, je vous disais en début de live qu'il allait avoir un film en fin d'année apparemment dans l'univers d'Oz, et je me dis, bah let's go, j'ai envie d'aller voir. Il y a un film aussi qui était sorti, c'était pas avec Orlando Bloom, je crois, il y a quelques années maintenant, ça fait déjà pas mal de temps d'ailleurs, mais une dizaine d'années peut-être. Pareil, j'ai envie de voir un peu l'univers de d'Oz, on va dire. Limite, limite, ça pourrait être une série de bouquins que j'aimerais bien acheter. Mais déjà, le Magicien d'Oz, ça a été compliqué à trouver en français. Enfin, en français. Je veux dire, déjà, le Magicien d'Oz, ça a été difficile de trouver une édition facilement en librairie. Ça a été difficile de trouver facilement. Merci. Merci le français. Bref, ça a déjà été difficile de trouver le premier tome. Alors, je sais pas si les autres tomes sont franchement trouvables, quoi. Encore une fois, je pense pas que ce soit un délire qui prenne beaucoup en France, quoi. Je pense que c'est un truc très localisé États-Unis quand même. Je pense qu'elle va utiliser un de ses vœux pour libérer les singes ou pour prendre le contrôle du pays et mettre en place une dictature. Ouais, je pense que la dictature, c'est bien vu. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais ouais, non, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, mais c'est sûr. C'est sûr qu'elle va utiliser ses vœux. Ça, c'est clair et net. Moi, déjà, je pense qu'il va peut-être y avoir un peu une sorte de truc ambigu chelou avec le magicien d'Oz qui va pas respecter sa part du marché ou un truc comme ça parce que il reste encore beaucoup de pages. Donc ça m'étonnerait que ça soit déjà terminé là. Donc je pense que le magicien d'Oz il va être encore un petit peu ambigu, encore faire un peu des crasses, de ne pas respecter, enfin, jouer un peu le filou quoi. Ne pas respecter complètement, je pense, sa parole. Et je pense que justement, quand il va voir que je me suis dit ça direct quand Dorothée a mis la coiffe. Je me suis dit, le magicien d'Oz, il va voir qu'il a la coiffe, il va tout faire pour essayer de récupérer la coiffe. Et je pense que le magicien d'Oz, son but, ça va être clairement ça. Récupérer la coiffe, potentiellement récupérer les souliers en argent, j'en sais rien. Mais ouais, faut bien qu'il y ait anguille sous roche vu le nombre de pages qu'il reste. Ah bah là, il n'y a plus anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon. Hein. Est-ce que vous avez la rêve de baleine sous gravillon? Ça me donne trop envie de rejouer. Franchement, celui qui me donne la rêve de baleine sous gravillon, je lui offre un cookie. Mais ouais, non, je pense qu'il y a un truc pas clair qui se prépare. Déjà, le magicien d'Oz, il était bizarre. Je pense qu'il y a un truc pas clair qui se prépare.
Je jure solennellement. En même temps, j'ai envie de donner la réponse. Bon, tant pis. Tant pis, il n'y aura pas de cookies. Baleine sous gravillon, c'était l'un des gardes de la maréchaussée dans Animal Crossing. C'était lequel? C'était celui sur Nintendo DS. Je sais plus comment il s'appelait. New Leaf ou un truc comme ça. Bref. Enfin, en tout cas, moi, c'est de là que je le connais. Bien. Sur ce, je m'en vais vous lire le chapitre 15, au titre, ma foi, assez évocateur. Je vous laisse découvrir ça. Oh, attendez! Tout à l'heure, parce que là, j'y repense, il y a une illustration que je vous ai pas montrée. Mais genre, il y a super longtemps. Quasiment au début de la lecture. Alors, elle était où? Ok. C'était le soldat vert au vert favori qui les reconduit par les rues de la cité d'Émeraude. Donc c'est quand ils avaient quitté la cité d'Émeraude pour aller, j'ai envie de dire, réussir leur quête, accomplir leur quête. Et du coup, bonne nuit à toi Charline, merci d'être passée, ça me fait plaisir. Et puis bon courage à toi pour l'école demain. À plus tard. Allez, je pars en lecture, bonne écoute à tous ceux du live Twitch et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques petites minutes, je pense. Pour l'outro du live, ça sera la fin cette fois-ci. D'après Internet, cette expression date de 1901, donc je crois pas que Animal Crossing ait inventé le truc. Trop drôle! De 1901, mais c'est super vieux. Trop drôle. Mais du coup, moi, je connaissais l'expression d'Animal Crossing, tu vois. Bref, je trouve ça hyper chelou que ça existe en 1901, une expression aussi loufoque. Je trouve ça dingue. Bref, ok. Je mets la page wiki sur le Discord. Genre, on devient des historiens des expressions abracadabrantesques. Allez, à tout à l'heure pour l'outro. On est parti. Chapitre 15. La rencontre avec Oz le redoutable. Les 4 voyageurs s'avancèrent vers la grande porte de la cité d'Émeraude et sonnèrent. Après avoir sonné à plusieurs reprises, il leur fut ouvert par le même gardien des portes qu'ils avaient rencontré précédemment. « Comment? Vous êtes de retour » demanda-t-il stupéfait. « Vous ne nous voyez pas » ironisa l'épouvantail. « Mais je croyais que vous étiez allé rendre visite à la méchante sorcière de l'Ouest. »« Nous lui avons rendu visite, en effet, » répliqua l'épouvantail. « Et elle vous a laissé repartir » dit l'homme de plus en plus stupéfait. « Elle n'a pu faire autrement. Elle a fondu, » expliqua l'épouvantail. « Fondu? En voilà une bonne nouvelle. Et qui l'a fait fondre ?»« C'est Dorothée, » dit le lion gravement. « Bonté divine » s'exclama le portier. Et il salua très bas la fillette. Puis il les fit entrer dans sa petite pièce et leur attacha à tous les lunettes tirées de sa grande boîte, exactement comme il l'avait fait quelque temps plus tôt. Après quoi ils franchirent le portail et pénétrèrent dans la cité. Quand le peuple apprit du gardien des portes qu'ils avaient fait fondre la méchante sorcière de l'Ouest, une foule entoura les voyageurs et les suivit en grand cortège jusqu'au palais d'Oz. Le soldat au vert favori gardait toujours l'entrée, mais il les laissa passer immédiatement. Ils revirent la belle servante verte qui les mena chacun à son ancienne chambre pour prendre un peu de repos, en attendant qu'Oz veuille les recevoir. Le soldat avait aussitôt prévenu le magicien du retour de Dorothée et de ses compagnons, ainsi que de la mort de la méchante sorcière. Oz avait répondu par le silence. Les voyageurs s'attendaient à ce qu'il les convoque sur le champ. Il n'en fit rien. Ni le lendemain, ni le lendemain du lendemain, ni le jour suivant, ils ne reçurent le moindre message. L'attente devenait lassante et pénible, et ils finirent par s'offenser qu'Oz les traita si mal, après leur avoir fait endurer peines et servitudes. À la fin, l'épouvantail pria la servante verte de transmettre à Oz que, s'il ne leur accordait pas tout de suite une entrevue, ils appelleraient les singes ailés à la rescousse
et l'on verrait bien s'il savait ou non tenir ses promesses. Quand le magicien reçut le message, si grande fut sa frayeur qu'il fixa la rencontre pour le lendemain matin à 9h04 dans la salle du trône. Il avait eu affaire une fois aux singes ailés dans le pays de l'Ouest et ne tenait pas à les revoir. Les 4 voyageurs ne purent fermer l'œil de la nuit, chacun songeant aux dons qu'Oz avait promis de lui accorder. Dorothée s'assoupit une seule fois et rêva qu'elle était au Kansas, et tante Em lui disait son bonheur d'avoir retrouvé sa petite fille. Le lendemain matin, à 9h, le soldat au vert favori s'empressa de les rassembler. 4 minutes plus tard, tous pénétraient dans la salle du trône d'Oz le Grand. Naturellement, chacun d'eux s'attendait à revoir le magicien sous la forme qu'il avait empruntée lors de leur première rencontre. Aussi furent-ils bien étonnés de n'apercevoir âme qui vive dans la pièce. Ils se tenaient tout près de la porte, se serrant l'un contre l'autre, car le silence de cette salle déserte était encore plus terrifiant qu'aucune des apparences revêtues par Oz la première fois. Bientôt, ils entendirent une voix qui semblait provenir du grand dôme, quelque part là-haut, et qui disait solennelle « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Pourquoi voulez-vous me voir ?» Ils explorèrent du regard chaque coin de la pièce, mais ne voyant personne, Dorothée demanda « Où êtes-vous » ? « Je suis partout, » répondit la voix, « mais pour les yeux des vulgaires mortels, je suis invisible. Je vais maintenant m'installer sur mon trône, afin que nous puissions converser. » En effet, la voix semblait à présent venir tout droit du trône. Ils s'avancèrent donc dans sa direction et se tinrent alignés, tandis que Dorothée commençait. « Nous sommes venus vous rappeler vos promesses, ô grand Oz. »« Quelle promesse ?» demanda Oz. « Vous avez promis de me faire revenir au Kansas dès que la sorcière serait détruite, dit la fillette. Et vous avez promis de me donner une cervelle, dit l'épouvantail. Et vous avez promis de me donner un cœur, renchérit le bûcheron en fer blanc. Et vous avez promis de me donner du courage, surenchérit le lion poltron. La méchante sorcière est-elle vraiment détruite demanda la voix, et Dorothée crut percevoir qu'elle tremblait légèrement. Oui, répondit-elle, je l'ai fait fondre avec un seau d'eau. Mon Dieu, fit la voix, comme c'est soudain. Très bien, revenez me voir demain, je dois réfléchir à tout cela. Vous avez eu tout le temps de réfléchir, s'irrita le bûcheron. Nous n'attendrons pas un jour de plus, gronda l'épouvantail. Vous devez tenir les promesses que vous nous avez faites, s'exclama Dorothée. Le lion poltron crut bon d'intervenir aussi et d'effrayer le magicien. Il poussa donc un rugissement terrible, si féroce que Toto, alarmé, sauta de côté et culbuta contre un paravent dressé dans un coin qui s'écroula. Le fracas de sa chute attira leurs regards dans cette direction, et ce qu'ils virent les remplit tous de stupeur. À l'endroit même que leur avait caché le paravent, se tenait un petit vieillard chauve et ridé, et qui semblait tout aussi étonné que les voyageurs. Le bûcheron, levant sa hache, se rua vers le petit homme en criant « Qui êtes-vous » ? « Je suis Oz, le grand et le redoutable, » dit le petit homme d'une voix tremblante. « Mais je vous en prie, ne me frappez pas. Je ferai tout ce que vous désirez. » Nos amis le regardaient avec stupeur et consternation. « Je croyais qu'Oz était une grande tête, » dit Dorothée. « Et moi une belle dame, » dit l'épouvantail. « Et moi une terrible bête sauvage, » dit le bûcheron. « Et moi une boule de feu, » dit le lion. « Non, vous vous trompiez, » avoua humblement le petit homme. « Je vous l'ai seulement fait croire. »« Fait croire ?» répéta Dorothée. « Vous n'êtes donc pas un grand magicien ?»« Chut, mon enfant, » dit-il. « Ne parlez pas si fort. Si l'on vous entendait, ce serait ma perte. Tout le monde me croit un grand magicien. »« Et vous n'en êtes pas un ?» demanda-t-elle. « Pas le moins du monde, chère petite. Je ne suis qu'un homme ordinaire. »« Oh, vous êtes plus que cela, » dit l'épouvantail d'un ton d'amer reproche. « Vous êtes un charlatan. »« Très exactement, » déclara le petit homme en se frottant les mains, comme enchanté de l'étiquette. « Je suis un charlatan. »« Mais c'est une catastrophe, » dit le bûcheron. « Je n'aurai jamais de cœur alors. »« Ni moi de courage, » demanda le lion. « Ni moi de cervelle, » gémit l'épouvantail, séchant ses larmes du revers de son paletot. « Mes chers amis, dit Oz, je vous en prie, oublions ces vétilles. Pensez plutôt à moi, et à l'embarras où me place votre découverte. » «
Quelqu'un d'autre sait-il que vous êtes un charlatan demanda Dorothée. Personne, à part vous quatre et moi-même, répondit Oz. J'ai dupé tout le monde pendant si longtemps que je croyais bien n'être jamais démasqué. J'ai commis une grosse erreur en vous laissant pénétrer dans la salle du trône. D'habitude, je ne me montre pas à mes sujets. C'est ainsi qu'ils sont convaincus que je suis un être terrible. Mais je ne comprends pas, dit Dorothée désemparée. Comment avez-vous fait pour m'apparaître sous la forme d'une grande tête? C'était une de mes ruses, répondit Oz. Venez par ici, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Derrière le trône se trouvait une petite pièce où il les fit entrer. Par terre, dans un angle, il leur montra la grande tête, faite de plusieurs épaisseurs de papier, et le visage soigneusement peint. Je la suspendais au plafond par un fil, dit Oz. Je me tenais caché derrière le paravent et grâce à un autre fil, je faisais remuer les yeux et s'ouvrir la bouche. Mais la voix, insista Dorothée intriguée. Je suis ventriloque, dit le petit homme, et je peux diriger le son de ma voix du côté où je le désire. C'est pourquoi vous avez cru qu'elle sortait de cette tête. Voilà les autres artifices qui m'ont servi à vous illusionner. Il montra à l'épouvantail la robe et le masque grâce auquel il s'était fait passer pour la belle dame, et le bûcheron put constater que sa bête féroce n'était qu'un assemblage de peaux cousues montées sur des baleines pour tenir les pans écartés. Quant à la boule de feu, le faux magicien l'accrochait aussi au plafond. C'était en réalité une boule de coton, mais une fois imbibée d'huile, elle flambait furieusement. « Tout de même, dit l'épouvantail, vous devriez avoir honte d'être un pareil charlatan. »« Mais j'ai honte, très honte, répondit le petit homme, tristement. Hélas, je n'avais pas le choix. Asseyez-vous, je vous prie, les sièges ne manquent pas. Je vais vous raconter mon histoire. » Ils s'assirent donc, et voici ce qu'il leur raconta. « Je suis né à Omaha. »« Mais ce n'est pas tellement loin du Kansas, » interrompit Dorothée. « Non, mais ce n'est pas tout près d'ici, » dit-il en secouant tristement la tête. « Quand je fus devenu grand, j'appris le métier de ventriloque sous la direction d'un grand maître. Je peux imiter n'importe quel oiseau ou animal. » Là-dessus, il miaula comme un petit chat de façon si ressemblante que Toto, dressant les oreilles, se mit à fureter dans les coins. « Au bout d'un certain temps, reprit-il, je m'en lassai et me fis homme ballon. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Dorothée. « Un homme qui fait de la réclame pour un cirque, » expliqua-t-il. « Les jours de représentation, il monte en ballon pour attirer la foule des curieux et les amener à assister au spectacle payant. »« Oh, je vois, » fit-elle. « Donc, un jour que je montai dans le ballon, les cordes s'entortillèrent de telle sorte que je ne pus plus redescendre. Le ballon s'éleva au-dessus des nuages, un fort courant d'air le happa et l'entraîna à des lieues et des lieues de là. J'errai dans le ciel tout un jour et une nuit. Le matin du second jour, je me réveillai et découvris que je flottais au-dessus d'une contrée étrangement belle. Le ballon descendit progressivement jusqu'au sol et se posa sans heurts. Je me retrouvai au milieu d'un peuple étrange qui, me voyant débarquer des nuages, me prit pour un grand magicien. Naturellement, je le leur laissai croire, car cela leur inspirait crainte et respect, et ils promirent de faire tout ce que je voudrais. Pour me distraire et donner de l'ouvrage à ce bon peuple, je leur ordonnai de construire cette cité et mon palais, ce qu'ils exécutèrent de bon cœur et avec talent. Comme ce pays était d'un vert magnifique, je décidai de l'appeler la Cité d'Émeraude, et pour faire plus vrai, je décrétai que tout le monde porterait des lunettes vertes, en sorte que tout ce qu'ils verraient serait vert. « Tout n'est donc pas vert ici ?» demanda Dorothée. « Pas plus qu'ailleurs, » répondit Oz, « mais bien sûr avec des lunettes vertes tout a l'air de l'être. » La Cité d'Émeraude fut construite il y a bien longtemps, car j'étais un tout jeune homme quand le ballon m'apporta. Je suis un vieillard à présent. Mais mon peuple a porté si longtemps ses lunettes vertes que la plupart d'entre eux croient que c'est réellement une cité d'émeraude. En tout cas, c'est une très belle contrée, où abondent les pierres et les métaux précieux, et toutes choses indispensables au bonheur des gens. J'ai été bon pour mon peuple, et il m'aime. Mais depuis sa construction, je me suis enfermé dans mon palais et personne ne m'a jamais revu. Ce que je redoutais le plus, c'étaient les sorcières, car je ne possédais aucun pouvoir magique, alors qu'elles étaient vraiment capables d'accomplir des prodiges. Elles étaient 4 à se partager le pays, et régnaient chacune sur les gens qui vivent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Heureusement, les sorcières du nord et du sud étaient bonnes, et je savais que je n'en avais rien à craindre. Mais celles de l'est et de l'ouest étaient terriblement malfaisantes, et si elles ne m'avaient pas cru plus puissant qu'elles-mêmes, elles n'auraient pas hésité à me détruire.
Ainsi j'ai vécu pendant des années dans la frayeur et l'angoisse. Vous imaginez donc ma joie quand j'ai appris que votre maison avait en tombant écrasé la méchante sorcière de l'Est. Lorsque vous êtes venu me trouver, j'étais prêt à vous promettre n'importe quoi, pourvu que vous me débarrassiez de l'autre sorcière. À présent que vous l'avez fait fondre, j'avoue à ma grande honte que je suis incapable de tenir mes promesses. Vous n'êtes qu'un méchant, s'indigna Dorothée. Oh non, ma chère enfant, je suis un très brave homme, mais un très mauvais magicien, je dois le reconnaître. En ce cas, vous ne pouvez pas me donner de cervelle, demanda l'épouvantail. Vous n'en avez pas besoin. Chaque jour vous apprend quelque chose de nouveau. Un bébé a une cervelle, mais il ne connaît pas grand-chose. Seule l'expérience instruit. Et plus vous vivrez sur cette terre, plus vous acquerrez d'expérience. C'est bien possible, protesta l'épouvantail, mais je serai très malheureux tant que je n'aurai pas de cervelle. Le faux magicien le sonda du regard. Bon, fit-il en soupirant, je n'ai guère les dons d'un magicien, je vous l'ai dit. Mais si vous y tenez, venez demain matin, je vous garnirai la tête d'une cervelle. Toutefois, je ne puis vous en donner le mode d'emploi, c'est à vous de le découvrir tout seul. Oh, merci, merci, s'écria l'épouvantail. Je trouverai le moyen de m'en servir, n'ayez crainte. Et en ce qui concerne mon courage, demanda anxieusement le lion. Je suis sûr que vous en êtes bourré, répondit Ose. Ce qui vous manque, c'est la confiance en vous-même. Tout ce qui vit a peur en face du danger. Le vrai courage consiste donc à braver le danger qui fait peur, et cette sorte de courage ne vous fait pas défaut. Peut-être, dit le lion, mais cela ne me rassure pas d'un poil. Je serai vraiment très malheureux tant que vous ne m'aurez pas donné cette sorte de courage qui fait oublier qu'on a peur. Très bien, dit Ose. Demain je vous en ferai don. Et pour ce qui est de mon cœur, demanda le bûcheron en fer-blanc. Alors là, dit Ose, je pense que vous avez tort de désirer un cœur. La plupart des gens s'en trouvent fort malheureux. Si seulement vous saviez ce que c'est, vous vous réjouiriez d'en être dépourvu. Ce doit être une affaire d'opinion, dit le bûcheron. Pour moi, si vous me donnez un cœur, je supporterai ce malheur sans un murmure. Très bien, dit Ose résigné. J'ai joué au magicien pendant des années. Pourquoi ne pas faire durer le rôle un peu plus? Et moi, dit Dorothée, comment vais-je rentrer au Kansas? Nous allons examiner la question, répliqua le petit homme. Laissez-moi 2 ou 3 jours pour y réfléchir et j'essaierai de trouver un moyen pour vous faire franchir le désert. Entre-temps, vous serez traités comme mes hôtes et durant votre séjour au palais, mon peuple vous servira et obéira au moindre de vos désirs. En revanche, étant donné la situation, je ne vous demande qu'une chose. Pour ma propre sûreté, gardez mon secret. Ne révélez à personne que je suis un charlatan. Ils convinrent de ne rien dire de ce qu'ils venaient d'apprendre et regagnèrent leur chambre réconfortés et joyeux. Même Dorothée gardait l'espoir que le grand et redoutable charlatan, comme elle l'avait surnommé, trouverait un moyen pour la renvoyer au Kansas, et dans ce cas, elle se sentait prête à tout lui pardonner. Et c'est la fin du chapitre 15. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live. Alors, c'est un peu gnangnan comme discours, tout ça, dis donc. Eh bah, tu vois, comme quoi c'est vraiment question de sensibilité, j'imagine, ou de goût. Mais moi, je trouve ça pas si gnangnan que ça, Sarah. Je trouve ça pas si gnangnan que ça. Parce que je trouve que c'est un discours qu'on n'entendrait pas partout. Je suis semi-étonné. Alors, je vous explique. Je suis semi-étonné dans le sens où je me rappelais cette composante-là. Je me rappelais de ce que je connais comme ça vaguement du Magicien d'Oz, peut-être de mes visionnages de quand j'étais petit de films. Encore une fois, je suis même pas sûr de l'avoir vu, mais j'ai l'impression. Je me rappelais que Oz était un imposteur. Et je me rappelais vraiment très clairement de cette scène-là où d'un seul coup le rideau tombe, ou je sais plus comment ça se passe dans le film exactement, mais je me rappelle de voir le vieillard derrière le rideau. Et je me rappelle ce sentiment, en tant qu'enfant, que j'avais eu, très déceptif, très comme un peu comme
comme l'épouvantail, etc., un peu, relevé, quoi, un peu en mode what? Mais on vient de me trahir là. Un peu un truc comme ça, quoi. Tu savais que Oz était un escroc et tu nous donnes aucun indice pour nous aider, Ro. Bah non, je vais pas vous, je vais pas vous spoil l'histoire quand même. Tu savais pas du coup que c'était un imposteur? Mais ouais, ça j'avais la vague idée de me rappeler d'un truc comme ça, de me dire ouais, Oz, il est pas ce qu'il prétend être et clairement pas un magicien, ça je me rappelais. Mais après, dans le détail de tout ce qui allait se passer, ça non. Et par contre, là, ce qui me fait dire que je trouve ça pas si gnangnan, personnellement, c'est que je trouve le message fort, en fait. Je trouve le message assez fort, parce que quand il va parler à chaque personne, il va leur dire non, mais en fait, t'as déjà du cerveau, t'as déjà de la cervelle, t'as déjà du courage. Bon, il dit pas que t'as déjà du cœur, il dit t'en as pas besoin. Mais ouais. Mais entre guillemets, je trouve qu'il a un discours positif. C'est hyper difficile pour Dorothée, l'épouvantail, le lion et le bûcheron de l'entendre parce qu'ils se sentent trahis. Et du coup, bah, c'est très difficile d'entendre ce qu'a à dire le charlatan, quoi. Même si Dorothée, à la fin, on nous dit qu'elle est prête à tout lui pardonner, etc. Et qu'au final, ils lui refont confiance pour autre chose, quoi. Mais je trouve ça assez intéressant sur ce que ça soulève comme questionnement un peu philosophique, en mode, est-ce qu'il faut dire la vérité? Je trouve que ça, enfin moi en tout cas personnellement, ça me soulève complètement cette question-là. Est-ce qu'il faut dire la vérité aux enfants ou est-ce qu'il faut les émerveiller? Je trouve qu'il y a un peu ça. Et du coup, ça, je trouve que c'est un discours pas du tout gnangnan. Je trouve que c'est une vraie question philosophique quasiment, hyper profonde et hyper compliquée et hyper intéressante. Est-ce qu'il faut mytho aux enfants? Est-ce qu'il faut les faire rêver, entre guillemets, avec des mensonges? Ou est-ce qu'il faut leur dire la vérité crue? Parce que la vérité crue, ils sont peut-être pas capables de l'entendre. Genre un adulte qui va élever ses enfants en disant... Alors là je prends des énormes pincettes, hein. Je dis pas que c'est le cas, hein. Je me pose la question. Mais est-ce qu'un adulte qui dit à ses enfants mais t'as déjà du courage, mais t'as déjà du cœur, mais t'as déjà de la cervelle, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait, la cervelle tu en auras parce que tu vas apprendre de tes expériences et ainsi de suite. Est-ce qu'un enfant arrive à prendre ce discours, à se l'approprier et à ce que ça lui soit bénéfique? Je sais pas du tout. Je sais pas si oui ou non, vraiment, c'est des questions auxquelles j'ai aucune réponse. C'est pour ça que je présente pas ça comme une évidence. Mais c'est juste, je trouve ça giga intéressant du coup, ce passage du livre, parce qu'il soulève ce questionnement-là. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Parce que d'un côté, j'ai un peu le même sentiment de base que l'épouvantail et tout ça, à me dire, ah putain, le connard, quoi. Le salaud, il nous a menti. Et à la fois, je me dis, mais est-ce que ça a un intérêt ou pas? Je trouve ça trop intéressant, en fait. Trop intéressant. Et qu'en plus, ça soit dans une œuvre destinée aux enfants et qui soit aussi manifestement connue, ça me fucked up un peu l'esprit. Et du coup, bonsoir Notias, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Alors, j'ai vu un film de 2013 sur l'univers d'Oz. Ah, donc c'est celui avec Orlando Bloom dont je parlais tout à l'heure, je pense. Mais qui ne respecte pas trop l'histoire, alors je m'en doutais un peu, mais je pensais que dans l'histoire de base, c'était pas pareil. Ah, ok. Par contre, je savais pas que ça allait aussi loin. Enfin, j'avais pas tous les tenants et aboutissants, genre le coup de... en fait, le coup de... Il venait de notre monde, et comme Dorothée, il s'est perdu dans ce monde, ça, je ne m'en rappelais pas du tout. Le coup de... Il est arrivé en montgolfière, etc. Je m'en rappelle pas du tout. Donc ça m'a pris au dépourvu. Et je savais pas que sa trahison, son mensonge allait aussi loin, quoi. Genre, mettre des putains de lunettes à tout son peuple pour les faire voir la cité en vert,
pour que ça soit la cité d'émeraude, c'est machiavélique, quoi. C'est une dinguerie. Donc en vrai, très discutable le personnage d'Oz. Mais en même temps, je trouve ça giga intéressant. Comme, encore une fois, comme question que ça peut soulever. Alors, je trouve que de dire que tu as déjà du courage en toi, du cœur et du cerveau, je trouve que je l'entends souvent, mais je saurais pas dire où. C'est pas commun que dans un conte pour enfants, tout un côté magique soit faux et révélé comme faux. De fou. Morale pour les enfants, toute votre vie, on va vous entuber et ça commence là. Bah, c'est ça le truc. C'est que, est-ce que c'est impossible de passer par-dessus ce mensonge, entre guillemets, et que c'est impossible de pardonner cette trahison, etc. Ou est-ce que, au contraire, parce que là, ce qui est intéressant, moi je pense qu'il y a de ça quand même. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que tous les personnages le traitent de charlatan, etc. Et dans la seconde, il leur dit qu'ils ont déjà toutes les facultés qu'ils quémandent. Ils disent tous qu'ils les ont pas. Et il leur dit tous, bon, je vais vous le faire. Et ils sont tous prêts à le croire. Tout de suite, ils lui refont confiance. Et je trouve que c'est un message giga intéressant. Presque ça pourrait... En vrai, ça m'intéresse trop. Et je vous explique pourquoi ça m'intéresse trop. Parce que je crois que je vous ai déjà parlé de ça en live il y a pas longtemps, mais j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai cherché quelque chose que tous les hommes avaient en commun. Par tous les hommes, j'entends toute l'espèce humaine, quoi. Toute ma vie, je sais pas, j'ai eu ce truc un peu bizarre. Quand j'étais petit, c'était un peu... ça aurait pu se résumer à essayer de trouver la vérité, entre guillemets, tout en sachant que ça n'existe pas vraiment. mais du coup, j'ai toujours eu ce truc-là depuis ma naissance, j'ai l'impression, de chercher un peu un truc universel sur nous en tant qu'espèce humaine, entre guillemets. Ça a changé plein de fois dans ma vie et tout. Et puis plein de fois, j'ai pensé que c'était une chose. Et puis au bout de plusieurs années, je me suis dit, ah bah non, en fait, ça c'est invalidé par tel truc, donc non, c'est pas ça, et ainsi de suite. Bref. Disons que c'est des expériences de pensée qui m'ont toujours amusé, quoi. Donc j'ai toujours eu ce truc-là de chercher un peu un truc qui nous relie tous, quoi. Et ma version actuelle, depuis quelques mois, années, je dirais, c'est que le truc commun à tout le monde, c'est la croyance. Je vais pas dire la foi, parce que la foi, ça pourrait faire penser religion, etc., et que c'est pas ça. Pour moi, c'est la croyance. C'est-à-dire que les gens choisissent ou ne choisissent pas d'ailleurs leur croyance et potentiellement choisissent de donner leur confiance à une version plutôt qu'à une autre. Parce qu'il y a plein de domaines de la réalité, j'ai envie de dire, qui sont pas tranchés, qui sont pas, bah voilà, c'est comme ci, comme ça, il y a une seule version valable et c'est évident pour tout le monde et tout le monde va suivre cette idée, quoi. En fait, c'est presque ça. C'est presque de mon constat de ne pas réussir à trouver quelque chose qui serait en commun de l'espèce humaine entière qu'en est venu le truc de bah oui, c'est pas possible qu'on ait tous un truc en commun parce que précisément le truc qu'on a tous en commun, c'est qu'on a des croyances. Précisément le truc qu'on a tous en commun, c'est que on est capable de faire confiance à des choses et de vivre selon sa croyance et sa confiance en certaines choses. Et du coup, bah, des choses qui peuvent être différentes pour chacun. Je sais pas si je m'exprime super bien et si je suis super clair dans tout ce que je raconte, mais moi, c'est des sujets qui me fascinent. Et en fait, c'est pour ça
que j'aime énormément ce qu'on vient de lire, c'est que pour moi, ça soulève la question de la croyance. Ça soulève la question de est-ce que les gens, ils vont mieux, entre guillemets, dans leur vie si on leur dit la vérité, entre guillemets, ou si on leur ment. Même si moi, je sais que j'ai vraiment aussi dans ma vie ce truc de... moi, je sais que j'ai presque une espèce de... Comment dire ? J'ai presque une espèce de principe depuis longtemps de presque honnêteté radicale, quoi. Pour moi, je sais que l'honnêteté, c'est une valeur qui m'importe beaucoup. Et que des fois, j'ose à dire des choses pas forcément agréables à certaines personnes, parce que pour moi, c'est important d'être honnête. Mais malgré tout, c'est des questionnements qui me viennent en esprit souvent de me dire, mais en fait, si ça se trouve... Et puis Et puis presque, c'est bizarre ce que je vais dire. Presque, est-ce qu'on peut pas être honnête en mentant ? Bizarre ce que je dis. Je vais donner l'exemple auquel m'a fait penser ce passage. Ça m'a fait penser au Père Noël. Et depuis toujours, c'est une prise de tête personnelle. J'ai toujours voulu des enfants. Et encore aujourd'hui, et ça fait des années, je me pose la question, je me dis, est-ce que je leur ferais croire au Père Noël ou pas ? Et je sais pas pourquoi. C'est pas une question si importante, enfin, c'est peut-être une question un peu triviale, quoi. Mais je sais pas pourquoi, depuis toujours, c'est une question sur laquelle je me prends la tête, entre guillemets, qui me pose vraiment question, justement. Qui me fait vraiment réfléchir à plein de choses, parce que pour moi, justement, ça vient titiller exactement ça. Ça vient titiller exactement ce truc de... Chacun a ses croyances, chacun a sa vérité, il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a pas de truc sur lequel on va tous s'accorder. Donc du coup, est-ce que j'impose quelque part ma vérité à l'autre ou non ? Est-ce que l'autre s'épanouira mieux dans telle ou telle vérité ? Dans tel ou tel mensonge ? Enfin bref. J'ai fait des embardées, j'ai fait des digressions à l'infini. Et je vous ai parlé de sujets qui m'intéressent moi et voilà, de un peu ce qui se passe dans ma tête. Donc voilà, c'est un peu bordélique et pas facile à exprimer. Mais du coup, c'est des choses qui m'interpellent et qui m'intéressent vachement. Et du coup, j'aime beaucoup. En fait, je sais pas si j'aime beaucoup le personnage du magicien d'Oz. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette œuvre, du coup, pour avoir mis ça en scène. Pour avoir mis en scène ce personnage qui ment, qui est un charlatan, mais qui vend un peu du rêve aux gens et qui, a priori, leur fait du bien. Est-ce que, quelque part, on peut pas pousser même sur l'effet placebo, quoi ? J'ai envie de dire. Il y a plein de trucs où c'est clairement de l'effet placebo. En fait, le cerveau est... En fait, c'est pour ça, pour moi, que j'ai toujours eu ce truc-là aussi en tête, c'est que, pour moi, le cerveau est tellement puissant qu'il est capable de presque se créer des réalités, entre guillemets. Et enfin voilà, je pense que c'est assez connu et reconnu que l'effet placebo peut avoir des effets ultra puissants. Et que, je sais pas moi, par exemple, la manière dont on pense peut avoir énormément d'effets sur notre vie, sur nous, sur notre corps, sur plein de choses. Et ouais, du coup, je trouve ça giga intéressant. Giga intéressant. Je me demande jusqu'à où va aller le questionnement, justement. Je me demande si dans la suite de l'œuvre, Oz va pas trouver de solution et va être en mode je suis juste un charlatan, j'ai pas trouvé de solution, je suis désolé, et voilà. Et que ça va être déchirant pour les personnages ou j'en sais rien.
Ou est-ce que il va trouver magiquement des solutions ou que sais-je. Bref, là, franchement, ça m'a rendu ultra, méga, méga, ultra, giga, extra curieux de la suite de l'œuvre. Et là, je vous avoue que le Magicien d'Oz vient de faire un petit bond dans mon panthéon. Je trouvais déjà la lecture sympa, voire très sympa. Et là, j'ai l'impression que c'est passé, que ça a passé un cap. Je pense que dans la tier list que je faisais à l'époque, où la première ligne, c'était génial, la deuxième ligne, c'était très bon, la troisième ligne, c'était sympa. Je pense que le Magicien d'Oz vient de passer de bas très bon au sympa à bas génial au très bon, potentiellement. Ou au moins très bon. Ah, franchement, je suis en kiff. Je suis en kiff et ça me donne trop envie de découvrir la suite de l'œuvre et la fin, là. Enfin bref, je pourrais continuer pour ajouter une ligne, ça fait réfléchir. Alors ça fait réfléchir. Et du coup, bonsoir Lucie, merci. J'ai vu que tu étais dans l'ombre depuis tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, donc merci d'avoir suivi le live. Je trouve ça trop intéressant. J'aime beaucoup. Ouais, faut que j'arrête le live maintenant, parce que je pense que je pourrais partir pour des heures et des heures, là. C'est trop des sujets qui m'intéressent. Mais ouais, j'ai un petit... j'ai un petit truc dans le cerveau qui s'est allumé, là, la lecture. C'est vraiment cool. Tiens, ça touche des thèmes qui me parlent beaucoup. Je kiffe. Bref, je peux rester dans cet état de juste kiffance pendant très longtemps. Donc je vais arrêter pour ce soir. Si vous m'avez suivi sur YouTube en rediffusion, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis du coup, bon crochet à toi Lucie et bonne soirée, bonne nuit. De toute manière, je vais vous dire bonne soirée et bonne nuit à tous et à toutes. On se rejoindra une dernière fois pour le Magicien d'Oz. Ça sera vendredi à 21h si tout se passe bien, mais il y a de fortes chances. Donc voilà, vendredi à 21h, suite et fin de ce roman. Est-ce que le charlatan sera un charlatan jusqu'au bout? Est-ce que le charlatan va savoir faire des miracles? J'ai hâte de le savoir. Je suis trop curieux. Je suis trop curieux. Et après, en effet, comme le réclame à corps et à cris. Attends, c'est ça l'expression? À cœurs et à cris. À cœurs et à cris. Sarah Drew depuis plusieurs semaines maintenant. Nous partirons sur Jules Verne avec la lecture de l'île mystérieuse. Ça va nous occuper pas mal de mois a priori. Oh là là, non. Une déferlante de Jules Verne. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Sinon, encore une fois, je ne fige rien, je ne confirme rien, mais juste je vous glisse à l'oreille que c'est possible. Il est possible que samedi dans l'après-midi, je fasse un live pour la suite de ma bibliothèque, qui se trouve ici du coup. J'ai mis de côté les lettres L à P, je crois. Non, O. Voilà. Donc les lettres L, M, N, O. Pour continuer le tri de ma bibliothèque potentiellement samedi après-midi avec vous. Et puis, dimanche après-midi, il y a de fortes chances qu'il y ait les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans La Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon, la suite. Et écoutez ma foi, je pense avoir fait le tour. C'est déjà pas mal. Mais, il est aussi possible que je fasse d'autres lives, comme je suis capable de ne pas faire ceux que je vous ai cités, désolé. Mais il est possible aussi que je fasse d'autres lives parce que j'ai envie de jouer à des jeux de société, comme je vous avais dit la dernière fois, en live, pour tester. Et puis aussi, mais je sais pas si je vais le faire hors live ou si je vais le faire en live, je sais pas. Ça dépendra. Il faut que je mûrisse un peu la chose. Mais en gros, je commence à réfléchir à d'autres formats de live. Et je sais pas si je vais les préparer en live, si je vais les faire en off. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je réfléchis à d'autres formats qui, je me dis, pourraient vous intéresser. Parce que je vois que
les lives avec les sondages, ça vous plaît pas mal sur les aventures de Billy, tout ça. Qu'en ce moment, il y a une bonne ambiance, il recommence à y avoir plus de personnes dans le chat qu'à une époque. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas mal de concepts de live interactifs à une époque, notamment les Ça me rappelle une histoire. Donc des lives d'improvisation où vous me donniez des lignes directrices sur lesquelles j'improvisais, grosso modo, et créer une histoire en votre compagnie. Et j'ai un peu envie de revive le format, on va dire, mais de manière différente. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai commencé à avoir des petites idées, à avoir quelques petites pensées et me dire ah, est-ce qu'on pourrait pas faire ce genre de live ou ce genre de vidéo? Vous voyez, je sais même pas si ça serait en live ou en vidéo encore. Mais ouais, j'ai vraiment l'envie de potentiellement refaire un format un peu plus créatif où on s'inventerait des histoires ensemble, grosso modo. Je pense que j'ai envie de partir sur un truc un peu comme ça ces temps-ci. Mais il faut que je réfléchisse. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs idées qui se font concurrence dans ma tête. Il faut que je réfléchisse laquelle me botte le plus, laquelle est le plus faisable. Et puis aussi une idée qui prend pas trop de temps pour pouvoir la tester. Bref, je vous en dis pas plus, mais sachez que je réfléchis à des trucs. Allez, bref, trêve de bavardage. J'ai l'impression d'avoir énormément bavardé, beaucoup plus que lu ce soir. Désolé. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine pour la suite et fin de la lecture. Et bye bye.